Salut à tous et bienvenue dans le Triplex. Le Triplex, c'est le podcast qui va t'aider à booster ta location courte durée, mais pas que. Aujourd'hui, on partage un épisode où on va parler non pas location courte durée, mais directement investissement immobilier. On a le plaisir avec Samy de recevoir un expert en la matière qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir l'année dernière dans le podcast, un épisode qui avait super bien marché. Ouais, le numéro 1 d'ailleurs des podcasts, je crois. Hein, le numéro 1. Et la classe, Cédric. Hein. C'est pour ça que je reviens. Ouais. Sinon, je serais pas venu, les gars. Donc, on reçoit Cédric Berthelon, expert en investissement immobilier. Salut Cédric. Salut Maxime, salut Samy. Content d'être là. Et Oh. bravo à vous pour l'évolution de votre... Merci. Parce que je suis venu il y a un an, il y a une belle évolution, je vous écoute. Et les intros sont toujours aussi belles. Hein. Non, Ah ouais. mais les intros, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais en tout cas, ravi d'être là et ravi de pouvoir parler d'investissement. Ah, c'est cool. Il y a plein de choses à dire et il y a plein de choses qui ont bougé depuis qu'on s'est eu. Ouais. Donc, je pense qu'on va... Ça va être un épisode riche, je sens, bon, déjà en bonne humeur, parce que avant même qu'on lance l'enregistrement, ça partait n'importe comment, donc j'espère qu'on va réussir à faire un épisode à peu près construit. Ça va le faire. Mais voilà, l'objectif, c'est de se demander, d'arriver à répondre à la question en fin d'épisode, est-ce que en 2025, l'investissement immobilier c'est toujours intéressant, et surtout, qu'est-ce qu'on fait en 2025? J'ai l'impression qu'on fait ça. C'est tous les ans, les gens ils font ça. Alors on le fait, mais en fait, est-ce qu'en 2020 c'est encore ça s'appelle, je crois qu'en journalisme ils appellent ça un marronnier. C'est ça. Et si tu regardes dans la plupart des fois où ils posent cette question, il n'y a jamais la réponse. Donc on va essayer de la donner, la réponse. Là, on va vous spoiler, on va vous donner la réponse à la fin. Ouais. Restez bien jusqu'au bout, c'est très important. Juste avant de commencer l'épisode, on va faire le truc un peu relou de toujours au début des épisodes, c'est penser à vous abonner à la newsletter sur le-triplex.com, à vous abonner au podcast si c'est pas déjà fait. Et puis, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur YouTube, vous pouvez nous laisser des commentaires, on y répond, on essaye assez vite, mais on y répond à tous, ça c'est une certitude, donc n'hésitez pas à nous laisser vos questions. Et puis on va faire aussi un petit encart sur notre espace privé, le Triplex, où vous pourrez retrouver des vidéos exclusives où on partage des bons plans. En fait, on vous partage déjà pas mal de choses dans le podcast. Vous avez l'espace privé, vous allez pouvoir retrouver encore plus d'infos. Des bons conseils investissement, des bons conseils marketing aussi, notamment grâce à Samy qui nous partage des insights. Ah, j'aime bien le faire parce qu'en plus c'est sur le moment moi que je l'ai fait les vidéos et en fait c'est vrai que c'est au jour le jour je les tourne parce que j'ai des idées et là la prochaine, là on en a parlé avec Maxime, c'est avec l'imprimante 3D, comment j'arrive à faire mes décors pour mes locations courte durée avec une imprimante 3D. Excellent. Ouais. Donc ça c'est partagé sur le podcast privé, enfin l'espace privé. Trop bien. Il y a un épisode où tu partages comment t'as fait ta fiche Google établissement pour la pousser. On a fait un épisode tous les deux comment publier sur ton blog quand tu as un site de réservation en direct, mais sans y passer des heures, grâce notamment à ChatGPT. Comment tu peux utiliser cet outil sans faire de la merde. Les sites de réservation également, comment on arrive à avoir comment j'arrive à avoir des réservations en direct qui explosent en ce moment grâce au site de réservation. On explique un peu comment on met ça en place. Et c'est un vrai complément au podcast puisque on peut vous partager les éléments en vidéo. Donc vous pouvez retrouver pas mal d'éléments. Donc vraiment, c'est quoi? C'est 9 € par mois. Faites un essai, c'est sans engagement. Allez voir toutes les vidéos, pompez-les pendant un mois et puis après, désabonnez-vous si ça vous intéresse pas. Mais au moins vous avez testé le produit, amusez-vous et puis vous pouvez nous poser des questions directement. Bon, maintenant qu'on a fait notre auto-promo, trop bien. Nickel. Je vais m'abonner, je suis en train de m'abonner. Je vous propose qu'on passe à l'épisode. Même pas donné un accès gratos, quoi. C'est incroyable. Toi, mais toi, je t'en ai pas donné. Mais toi, on a dit que tu viendrais nous présenter. On fera un peu de contenu pour la communauté et tout le monde. Tu viendras nous présenter, Cédric, un cas que vous avez réalisé avec ta boîte d'investissement clé en main, où tu vas nous présenter. Avant, après, plein de petites choses. Et puis t'avais pas négocié, Maxime, une réduction de 50% sur les honoraires, c'est ça? Ouais. Ça, c'est en cours. On en parle en fin de vidéo, c'est comme la réponse à la question. Donc voilà. Bon, merci encore, Cédric, d'être avec nous. Ça va être un épisode riche en conneries, je le sens. Donc on va passer directement au premier sujet puisque on va faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé en 2024 et à quoi s'attendre finalement en 2025 puisque on a quand même sur un marché où on se dit investir dans la pierre, c'est investir sur le temps long, mais quand on voit tous les mouvements
et changements législatifs qu'il y a eu ces derniers temps, on se dit quand même qu'il y a pas mal de perturbations. Peut-être que tu peux nous partager, toi, Cédric, directement ta vision avant qu'on te pose des questions peut-être un peu plus précises. Alors de manière globale, un petit peu pour recentrer là-dessus, je fais pas du tout mon autopromo, mais c'est pour contextualiser pour ceux peut-être qui n'auraient pas entendu le premier épisode qu'on avait fait ensemble. Moi, je gère avec mes associés donc une boîte où on accompagne les gens pour investir dans l'immobilier ancien principalement. Donc, on est amené à être connecté au marché de manière assez régulière, à titre perso et pro, mais principalement pro en termes de volume. Donc, c'est sûr qu'on est très au fait de ce qui se passe, aussi bien en observateur, mais qu'en acteur aussi. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, moi, je ressens sur 2 événements, on va dire majeurs. Le premier, ça a été évidemment la variation autour des taux d'intérêt, qui aujourd'hui va plutôt dans le bon sens, puisque pour rappel, sur on va dire globalement les 2 dernières années, donc on est sorti d'une période inédite avec des taux d'intérêt hyper bas. Et forcément une correction soudaine post-Covid hyper violente à coup de on a doublé les taux d'intérêt en même pas un an. Donc ça a déréglé énormément de choses dans le marché, même si c'était aussi une grosse opportunité d'affaires. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance baissière qui est vraiment dans ce qui était prévu. Donc ça, c'est plutôt quelque chose où moi je note un vrai impact direct, parce qu'il y a des gens tout simplement qui avant, quand ils empruntaient, pour donner un ordre d'idée, je sais pas, sur 25 ans à 4,5 il y a encore pas si longtemps, 4,5% en rassurance. Aujourd'hui, on voit du 3,3, 3,2 même, j'ai vu là pour un client, sur des profils standards, pas des profils ultra premium. Donc forcément, cette différence sur certaines sommes, ça peut amener l'investisseur et du coup, ça peut libérer un petit peu le marché. Ça, c'est un des points, on va dire, de variation sur ces derniers temps. Le point majeur aujourd'hui, qui est quand même assez problématique, on arrive à faire avec, mais qui fait qu'on est toujours un petit peu entre deux, c'est évidemment le contexte un peu politique. Alors, c'est pas tant les choix politiques, c'est l'incertitude autour, clairement, d'un élément déclencheur qui est la dissolution. Je rentre pas dans la politique, tout ça. Moi, je suis pas amené à avoir mon avis là-dessus au sens général, mais au niveau de l'immobilier, forcément, ça a bloqué. Ce qui bloque généralement, aujourd'hui, nous, ce qu'on note, en tout cas, c'est pas tant sur les gens qui veulent acheter. Nous, on a beaucoup de clients demandeurs. C'est plus moi qui suis en contact avec tous les professionnels et très en amont des projets quand ils estiment des biens. On se rend quand même compte que les gens ont du mal à mettre en vente, parce qu'ils se disent si je mets en vente, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Nous, on est sur des marchés des fois où on va avoir des biens qui vont être à 50 000 € hors travaux, qui est une somme d'argent, mais qui est pas non plus un truc démentiel. En fait, le vendeur il se dit mais qu'est-ce que je vais faire avec mes 50 000 demain? Et ça bloque un petit peu le marché. Et alors ça, avec un gouvernement qui tient pas, un gouvernement qui tient, mais on sent que c'est des mesures, on en parlera je pense tout à l'heure, qui sont pas forcément hyper favorables, même s'il faut encore une fois prendre ça avec mesure. Mais du coup, voilà, on a un marché qui est un peu en dents de scie, quoi. On a des semaines où ça cartonne et on a des semaines où c'est compliqué. Par contre, de manière générale, il y a encore beaucoup de business à faire, on en fait encore beaucoup. Voilà un petit peu mon état des lieux global de ce qu'on vit actuellement. Ouais, il y a une sorte d'attentisme, j'ai l'impression. Alors toi, Samy, qui a l'occasion d'avoir aussi une casquette de chasseur IMO, est-ce que tu ressens la même chose que Cédric? Tout pareil. T'as tout résumé. Super. Franchement, je pose des questions. Je sens que je suis utile aujourd'hui. C'est l'intervieweur, ça. C'est l'intervieweur. Non, mais c'est vrai que, alors surtout en ce moment où je trouve que, comme tu dis, on attend. Il se passe pas grand chose là surtout depuis ce mois-ci là. Je trouve vraiment que depuis ce mois-ci là, c'est assez calme pour ma part. Ouais, il y a les vacances, il y a tout ça, il y a un peu tout qui se mélange, mais mois de janvier a été pas mal. Mois de janvier était bien. Mois de janvier était bien. Mois de février plus calme. Plus calme, absolument. Ouais. Après, c'est ce marché, ce que je disais, c'est vraiment le truc en dents de scie. Moi, je trouve, on a vécu pareil en septembre. Je me souviens de septembre qui était pareil. On sort d'un été, mois d'août, j'en parle pas. C'est chaotique, fin d'été un peu chaotique, pas terrible. Et septembre qui redémarre à fond parce que plein de gens qui n'avaient pas vendu ou autre. Et je trouve des similitudes avec janvier. Janvier, il y a les fêtes de Noël forcément. D'un coup, ça repart fort. Plus moi, je travaille sur une ville où il y a eu très bonne presse dessus à juste titre, donc ça nous a beaucoup aidé. Et là, il y a un petit contre-coup. Puis ça va sûrement repartir. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. L'IMO, c'est des cycles en fait. Même tout au long de l'année, il y a des creux, il y a des hauts, il y a des bas. Et en fait, peut-être que pour les investisseurs IMO, peut-être se mettre plus dans les creux, là où il y a la possibilité peut-être aussi de faire des meilleures affaires, parce qu'en fait les investisseurs sont peut-être en vacances par exemple. Moi ça m'est arrivé où du coup tous les investisseurs étaient partis en vacances, j'étais le seul
et j'ai pu récupérer à des super bons prix des appartements parce que en fait j'étais le seul quoi. Ouais. Alors moi je faisais souvent ça au mois d'août. Décembre c'est plus compliqué parce qu'avec les fêtes de Noël vraiment il y a très peu de dispo. Mais au mois d'août je faisais toujours des bons deals parce qu'il y avait moins de monde en fait. Bah oui. Et c'est ça. Mais je fais juste une petite parenthèse sur un point. Là on parle beaucoup d'investissement ici avec vous, hein, mais c'est ce sujet. Si on prend le marché global, faut aussi quand même différencier avec le marché de la résidence principale à l'achat qui pour le coup lui est clairement à l'arrêt quoi. Enfin à l'arrêt. J'entends vraiment extrêmement calme. Ouais. Parce que les gens vendent pas en fait. Hein, donc enfin c'est très déséquilibré, les gens attendent. C'est une approche qui est différente. Donc, d'ailleurs, par rapport à la résidence principale, c'est passé ou pas la loi là sur le fait de détenir au moins 5 ans sa RP pour être exonéré de plus-value? Alors c'est une très bonne question. Alors comme on le disait en intro, on va pas faire genre on se l'est pas dit. On va utiliser beaucoup le conditionnel sur certains sujets. Ouais. Alors en effet, ouais, ils avaient parlé de ça pour éventuellement lutter pour les marchands de biens déguisés, quoi, en gros. C'est exactement ça, ouais. Pour les mecs qui font des culbutes en permanence pour être exonérés de plus-value. Je saurais pas te dire à 100%. Je crois pas l'avoir vu. Je peux me tromper. Bah ouais. Moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait tellement d'exceptions que je vois même pas comment c'est applicable. Ouais, c'était un peu une usine à gaz. Il y a des choses sur lesquelles ils ont avancé de manière un peu plus concrète. Il faudra voir dans le temps d'ailleurs ce que ça donne. Parce que je crois qu'on avait dû parler du DPE à l'époque. Bah, j'en ai pas parlé d'ailleurs sur le marché. Le DPE évidemment a été un élément déclencheur. On l'évoquera peut-être. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un rétropédalage. C'était cousu de fil blanc. Pour la plus-value, ils ont besoin d'argent assez vite. Je saurais pas te dire, honnêtement. À surveiller d'ailleurs, on pourra tenir au courant. Mais je sais que c'était dans les tuyaux. Mais comme tu le dis, Maxime, c'était vraiment un truc. Non, mais c'est un gaz comme seule la France sait faire, quoi. T'as tellement d'exceptions du genre t'es muté, tu divorces, enfin tu vois toutes les exceptions que tu peux imaginer. Et puis après en fait il y avait si t'as fait des travaux, pas de travaux, mais comment, pourquoi? Parce qu'en fait une RP il y a aussi où je pense oui comme vous dites c'est pour lutter contre ceux qui abuseraient du système. Mais encore c'est une loi qui va faire peur à tout le monde pour un fait qui est largement marginal. C'est ça, et de toute façon aujourd'hui il y avait déjà des outils juridiques, la requalification marchand de biens elle était possible avant ça et c'est juste que comme d'hab c'est pas forcément appliqué, c'est compliqué, et puis comme tu dis je pense que le fond du problème il est pas là. Je pense que c'est plus de l'effet comment d'annonce, tu distingues un mec qui se dit tiens j'achète un appart pourrave, il va y vivre réellement pendant 2 ans, il fait une belle culbute, puis il se dit tiens je suis toujours célibataire sans enfant, je vais refaire la même chose avec un autre logement parce que mais plus grand cette fois-ci, et qui en fait c'est un moyen pour lui parce que clairement il aurait pas les moyens in fine de s'acheter la maison qu'il aimerait avoir, mais sur le chemin il investit son temps et tout. Comment ça, tu vois, c'est pris en compte? Effectivement, c'est un marchand de biens, ce gars-là, mais il vit dans le truc pour de vrai, tu vois. Ouais. Puis en vrai, en fait, il utilise aussi un système. Encore une fois, voilà, c'est un large sujet, l'histoire de la plus-value, parce que en vrai, à vouloir trop durcir les choses, on se retrouve avec des dérives entre guillemets que je n'appellerais pas forcément dérives, mais entre le mec qui va le faire 10 fois en 3 ans et demi et le gars qui va le faire 3 fois en 10 ans. Il y a les cycles de la vie, comme tu dis. Enfin, tu vois, t'achètes un studio, d'un coup, tu commences à avancer dans ta vie, t'as envie d'avoir une chambre, en fait, tu vas pas attendre. Bon, bref. Bon, en tout cas, voilà. Cet élément-là, en tout cas, est parmi des grands flous un petit peu de ce qu'on voit et qui va un peu dans cette incertitude générale autour du marché immobilier. Incertitude, j'entends, par rapport à l'activité, pas le fait que il faut être dans l'incertitude. Au contraire, quand on veut investir, faut y aller là. Et du coup. Moi, je voulais faire le point avec vous, en profiter. J'ai ma vision de non-investisseur, moi. C'est de néophyte, on va dire. On note qu'il y a une incertitude sur, tu vois, une instabilité presque même sur les prix de l'IMO. On parlait aussi d'une certaine instabilité au niveau des crédits, comme tu dis là, ça a l'air d'atterrir. J'avais eu l'occasion d'intervenir sur votre chaîne YouTube l'année dernière pour parler de ça avec toi. On avait dit voilà, septembre, octobre, on devrait quitter les taux à 4% pour se rapprocher des 3. Donc on voit quand même que ça bouge pas mal. C'est quoi vous votre vision pour 2025, même si on n'a pas de boule de cristal, mais de se dire bon, moi localement, parce que pareil, je vais pas vous poser une question pour toute la France, mais localement, j'ai l'impression que les prix ça ne bouge pas, ou ça va à la hausse, ça va à la baisse, ou clairement j'y vois rien. C'est quoi votre vision? Et toujours avec cette idée du crédit à côté, parce qu'on sait très bien que les prix sont indexés en fait, sont corrélés au niveau des taux d'emprunt, quoi. Alors moi rapidement,
on a eu l'occasion d'en parler, Maxime, mais en fait, je pense que toi, comme la plupart des gens, ils vont être bloqués en fait sur des prix qui dataient de 5, 6 ans, même plus avant tout ce qui était Covid, où on avait des prix de l'immobilier qui étaient encore plus attractifs. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés bloqués sur ces prix-là et qui maintenant trouvent ça hyper cher, alors qu'on n'aura plus jamais. Enfin, l'immobilier, ça évolue, hein, ça monte. À moins qu'il y ait des gros crashs, ça peut arriver. Mais bon, on a eu quand même une baisse de marché, mais ça n'a jamais atteint le prix qu'on a eu avant Covid. Enfin, pour ma part, sur Poitiers, c'est ça. Hein. On a toujours eu des prix maintenant, enfin des prix élevés. Je ne sais même pas si c'est des prix élevés, c'est des prix du marché maintenant en fait, qui sont à l'instant T. On peut avoir des bonnes occasions. Encore une fois, comme on dit, hein, le but c'est de visiter et de pas hésiter à faire des offres agressives, de comprendre également le vendeur derrière, qui sait s'il est pressé de vendre, si c'est pour racheter, si c'est pour je sais pas un divorce. C'est vrai que ça marche toujours hein, ce genre de truc. Moi, il y a des successions par exemple. Des gens qui sont en succession et qui sont jamais venus mettre les pieds dans cet appartement, ils savent même pas à quoi il ressemble, ils le vendent, ils s'en fichent quoi. Et on peut avoir des prix à 20 000 euros moins cher. J'ai eu des prix 20 000 euros moins cher. Oui, parce que quand tu dis que les acheteurs sont coincés au prix d'avant Covid, t'as aussi certains vendeurs qui restent et ça, tu peux pas dire que t'en as pas profité. T'as trouvé des bonnes occasions parce que ces gens-là étaient restés sur leur prix d'avant Covid quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais après, il y a eu une grosse augmentation quand même après Covid. Là, il y a eu à cause des taux hein, aussi. Hein, les taux. Le contexte, il est surtout là, à mon sens. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse hausse en gros, sur des villes moyennes comme on travaille. Moi, Le Mans, toi, Poitiers, pour pas les citer, mais il y a eu 12% globalement en moyenne. Alors, je sais pas, c'est à peu près ça, je pense, à la marge. Mais par an, d'augmentation à chaque fois sur les 2 ans, on va dire post-Covid, pour faire, on va dire, période Covid, post-Covid. C'est ça. Avec des taux, faut quand même recontextualiser. C'est marrant ce que tu dis parce que ça résonne avec un courtier avec qui je parlais. Il faut rappeler que les taux, ils étaient à 1,30, 1,50 sur 25 ans, il y a encore pas si longtemps. Et c'est vrai que quand ils sont passés à 4 très rapidement, comme je citais tout à l'heure, en fait, moi, j'ai un courtier qui m'avait dit un truc, je pense qu'il avait raison, c'est de se dire, et ça va dans le sens de ce que tu dis, les gens, c'est trop proche d'eux, le 1,50 pour qu'ils comprennent que ce soit le moment d'acheter quand l'argent vaut 4. Ouais. Donc ça va, là, tu parlais des prix, mais c'est un petit peu la même chose. Et là, aujourd'hui, on voit que le référent des gens, c'est l'argent à 25 ans à 4, 4,5. Et aujourd'hui, qui vaut un point de moins, à la grosse, quoi, un peu plus même. Bah, en fait, du coup, ça les rassure. Alors qu'en vrai, si tu prends l'historique des taux, en fait, 3, 4, c'est des très bons taux, hein, je veux dire. Mais c'est facile à dire parce qu'il y a eu cette période. Et c'est vrai que il y a eu tellement un alignement des planètes. On parle du Covid. Le Covid a tellement aligné et finalement déréglé ce marché que ça l'a faussé dans beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, je trouve que la baisse qu'on a connue, la légère baisse, comparée à la hausse, moi, j'appelle ça ni plus ni moins qu'une correction de marché. Mais en vrai, franchement, et là je vais être provoquant là-dessus, pour moi sur le marché en tout cas que je travaille, et je pense Poitiers on peut l'assimiler aussi, les biens sont trop chers je trouve par rapport à comment on peut les financer aujourd'hui. Je parle pour la personne lambda. Et c'est ce qui bloque le marché. C'est la question que j'allais te poser moi en fait, parce que on parle de corrélation entre les prix du marché et les taux de crédit, mais on n'a jamais évoqué le côté des loyers en fait par rapport à de l'investissement locatif. Alors bien sûr, on parle pas de LCD encore dans cet épisode-là. On va parler de loyers en longue durée, mais c'est vrai que est-ce que les loyers, eux, ils ont suivi cette progression et que derrière, alors on parlait de dégager du cash flow. Aujourd'hui, c'est même plus. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais parce que moi, j'avais cette vision-là il y a une dizaine d'années. C'était déjà d'avoir ton bien qui s'autofinance. Enfin, tu vois, où t'as très peu de reste à charge, voire pas du tout. Quand on voit que les taux, les prix augmentent, que les taux augmentent, en fait, finalement, est-ce que le plus gros frein, ce serait pas justement ce cash flow négatif qui, lui aussi, du coup, mécaniquement augmente? Bah encore, moi ce que je vois là aujourd'hui quand même, c'est que tu vois là tu parles d'une donnée, on a parlé des prix de vente, on parle d'investissement, il y a la donnée évidemment du loyer. Alors moi je pratique plus à travers notre service, j'ai majoritairement des clients plutôt qui louent en meublé à l'année. Et les loyers ils ont jamais été aussi chers que depuis un an. Mais c'est délirant, hein, c'est du c'est ça. 5, des fois même 10% plus cher, voire même plus par mois. C'est hallucinant. On est sur des niveaux de loyer qui sont donc une correction du coup. Alors la correction, si on la prend vraiment froidement, elle corrige pas vraiment le delta qu'il y a eu par rapport au coût de l'argent. Encore une fois, je mets ça là-dessus. Je disais de manière provocante, l'immobilier pour moi encore trop cher.
Non, il est pas trop cher. En vrai, faut y aller maintenant, c'est pas le sujet. Mais par rapport à la correction du loyer, finalement, ça c'est pas vraiment la correction du coût de l'argent, ça c'est pas vraiment aligné. Par contre, les loyers ils ont flambé. Et là, tu vois, tu parlais d'autofinancement. Bah, moi, je revois depuis, je dirais depuis peut-être novembre, là que les taux sont passés un peu sous les 3,5. Je parle sur 25 ans encore une fois. Et ben, avec la hausse des loyers, encore une fois en trouvant des bonnes affaires, hein, si vous scrollez le Bon Coin se loger et que vous vous dites je vais faire 5 000 de moins sur le truc, non, ça marche pas ça. Donc faut avoir accès à un gros réseau et tu connais, hein, Samy, ça, tu sais le boulot que c'est. Ouais. Et ben en fait, on arrive, moi je commence à revoir de l'autofinancement, un peu de cash flow positif par moment, avec des apports qui sont pas délirants. Je veux dire, quelqu'un qui va mettre 10-15% d'apport max. Et là on le revoit. Ouais. Ça va continuer à glisser parce que en vrai les taux vont continuer à baisser. Est-ce que ce serait pas ça la plus grosse mutation du marché finalement, la question de l'apport, parce qu'on parlait il y a quelques années, c'était le monde des bisounours, hein, pour moi. Sans apport, sans diplôme. L'anomalie, elle était là. Hein. C'est ça que les gens commencent à comprendre. L'anomalie de l'investissement immobilier, c'était cette époque. Et on n'en a jamais autant parlé. C'est ça le truc. Donc les gens ont pensé que l'investissement, c'était de l'argent à 1,50, du 110%, et qu'il fallait investir comme ça. Non, c'est faux. Il y a jamais personne. Là. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Ça a été 2 ans, ça. Et ça, c'est dur à comprendre pour les gens. Évidemment que ces 2 ans, c'était génial. Hein. Moi, tous les jours, faut que ça revienne. Formidable. Ça me fait penser à... J'ai écouté un podcast sur la martingale de Mastéos, qui a monté un nouveau truc là en ce moment. Et en fait, sur les micro-logements. Il parlait en fait du coup de la fin de Mastéos. Et en fait, c'est fini avec la hausse de taux, la hausse de taux là qui est apparue en même pas un an. Et parce qu'en fait, il disait que il y avait des taux d'intérêt qui étaient tellement bas avant. Eux, ils en ont profité, hein. Ils en ont clairement profité, parce qu'en fait, il y avait une demande énorme, il y avait de l'autofinancement à foison, en fait, hein. Tu pouvais tout emprunter, c'était énorme. Et en fait, le jour où c'est remonté, ils se sont complètement cassé la figure, quoi. Ouais, et puis le moment entre les taux bas, parce qu'il faut s'en souvenir, c'est toujours intéressant quand on refait un peu le film. On se rend compte aussi qu'entre les taux bas et les taux hauts, au-delà de ça, il y a eu une période où les banques, elles ont mis les verrous, mais sévères, hein, sur beaucoup de profils. Et des gens qui arrivaient plus sur le locatif, ils voulaient plus aller sur du 25 ans. Donc quand t'as un modèle, alors nous, c'est vrai que on a eu une période de transition difficile aussi, hein, comme tout le monde, sur la typologie de clients. C'est-à-dire des investisseurs, il y a tout type de profil d'investisseurs. T'as le gars qui va vouloir faire du cash flow, t'as le gars qui va vouloir faire du patrimonial, t'as plein, chacun investit, il y a autant d'investisseurs que de manières d'investir, enfin peu importe. Et en fait, il a fallu aussi pivoter là-dessus, c'est-à-dire d'amener autre chose. Ça veut pas dire que c'est moins bien investi, hein, encore une fois aujourd'hui on le revoit, mais il a fallu un peu de pédagogie. C'est sûr que le client qui arrive, j'ai 2000 € sur mon compte, je vais faire, ça marche plus en fait, et tu les prends pas. Et d'ailleurs, nous on les voit plus maintenant. Mais il y a eu une période où ils venaient. Et nous-mêmes, on s'adaptait au marché. On se disait, c'est peut-être encore possible. Non, en fait, c'est pas possible. Parce qu'en fait, les banques, elles ont t'as eu les changements aussi de calcul de taux d'endettement aussi. Vraiment, il y a eu. Moi, c'est pour ça, j'ai ce sentiment-là qu'il y a quand même eu un Eldorado immobilier dont Samy, par exemple, toi, t'as eu le nez fin et tu t'es dit voilà, il y a un vrai créneau à prendre. En fait, je sais pas si j'ai eu le nez fin, c'est que en fait c'était le moment pour moi d'investir et en fait je suis tombé dans la bonne période aussi. C'est complètement ça. Et à vous, tu te dis comme nous tous à cette période-là, putain, pourquoi j'en ai pas fait plus quoi. Clairement. Putain, moi je me dis ça tout le temps. J'en parlais avec ma femme tout à l'heure. Je faisais le difficile en plus. Mais grave, moi aussi. Ce studio il a 30 000 €, moi tu rigoles. Enfin, je n'ai jamais acheté ce truc à 30 000 €. Hein. Moi, j'ai cette vision. Moi, j'ai une vision un petit peu. J'essaye d'être, très pragmatique avec j'ai toujours ce truc du syndrome du survivant. Tu sais, c'est une fois que les événements sont passés, c'est toujours plus facile de dire j'aurais dû, c'était comme ça. J'aurais dû acheter du Bitcoin quand il était à $2000. Non, t'aurais acheté 10 balles de Bitcoin. Ouais, à la limite, mais jamais. Tu l'aurais vendu tellement plus tôt avant qu'il soit à 100 000 que de toute façon tu te serais dit pourquoi j'ai pas attendu pour le revendre. Voilà. Il y a toujours il y a toujours une problématique donc il faut se remettre dans son état d'esprit de l'époque aussi pour comprendre ton cheminement et pas non plus en fait pas se dire merde je suis passé à côté d'une opportunité ou l'analyser froidement et dire à l'époque j'ai pas su lire le marché, il faut qu'aujourd'hui je sois en capacité de le faire, mais pas être dans le regret et puis après te jeter sur n'importe quoi aujourd'hui parce que t'as pas fait à l'époque. Et c'est là pour moi où tu peux faire potentiellement une connerie parce que t'as tellement peur de passer à côté d'une opportunité que tu vas prendre le premier truc sur lequel on va t'avoir convaincu. Ouais, et vers ça aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ou l'inverse, de se dire non, j'ai raté le bon moment, je fais pas. Ouais, mais aussi.
on se reparle dans 5 ans. Je dis 5 ans, ça peut être 2, ça peut être 10, j'en sais rien. Vous verrez qu'on se dirait que ce qui se faisait aujourd'hui, putain, qu'on n'y est pas allé. C'est sûr, mais c'est toujours comme ça. Dans les deux cas, c'est d'analyser froidement la situation. Exactement. Et de pas te baser sur le passé pour tes actions du moment, quoi. C'est de se dire, ok, bah j'analyse pourquoi je l'ai pas fait à l'époque et de se comprendre un peu. Moi, c'est le travail que je fais sur moi, par exemple, pour me dire, mais pourquoi à l'époque j'y suis pas allé. Tu vois, j'avais un CDI, j'avais des amis qui vivaient l'expérience de l'intérieur et qui m'ont dit mais vas-y, avance, je te le dis, on fait du 110%. Et puis en plus, ton calcul de taux d'endettement, c'est un faux problème parce qu'on le calcule par projet et non pas sur ton patrimoine global, tu vois. Et ben, voilà, mais j'ai un très bon copain une fois qui m'a dit quand tu regardes un truc, n'aie jamais de remords, faut que tu te réimagines toujours quels étaient tes freins à l'époque, mais aujourd'hui te dire est-ce que j'ai les mêmes et te dire bon bah par contre faut pas que j'ai les mêmes freins aujourd'hui. Je vais analyser avec l'expérience. Donc ça c'est ouais, puis c'est souvent une question de situation. On a tendance à se centrer sur le marché. Moi je le dis tout le temps à tout le monde qui me pose des questions. On se centre sur dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon moment pour toi en fait. Parce que toi ta situation c'est le moment où tu vas investir. Et parce puis, que tu parlais de CDI, tu parlais de plein de trucs. Et ça c'est primordial. Après le marché, tu peux toujours des bonnes affaires, je le dis là pour tout le monde. Il y en a tout le temps. Tout le temps. Il y en a tout le temps. Et les taux, c'est le problème parce qu'on parle des taux aujourd'hui. Certains trouveront qu'ils sont peut-être encore trop élevés. Moi, je pense que c'est pas le cas. Mais on se reparle dans 1 an et demi. Je prends le risque. Je dis 1 an et demi parce que je pense qu'avant, ce sera pas assez significatif. Les taux, ils seront peut-être plus bas, peut-être à 2,5. Bah, le mec qui a emprunté à 4,5, mais qu'au final a peut-être fait une belle négo et qu'il va renégocier ses taux d'intérêt avec sa banque à 2,5, il aura tout gagné. Et ça, tout le monde l'a fait. Donc voilà, il faut faire. Par contre, si c'est pas le bon moment pour toi, le fais pas. Il faut jouer avec les règles. Si à un moment donné la banque a dit maintenant c'est 20% d'apport, est-ce que tu es en mesure de les mettre? Est-ce que c'est ta stratégie? Et auquel cas, si tu y vas, fais les choses bien. Mais dans tous les cas, tu seras gagnant sur du moyen long terme. En termes d'apport, toi, c'est avec tes clients, c'est quoi? C'est 10%, hein, comme je vois en ce moment, sur des profils un peu. Et tu vois, je pense que quand on s'était parlé, on était plus sur des trucs où 20% c'était le minimum. Frais de dossier, frais de notaire, frais de garantie, en gros, t'as à peu près 10 c'est points. ça. En fait, et les travaux, tout dépend des travaux aussi qu'il y a à faire quand il y a des gros travaux. La bascule, bien sûr. Ouais. Voilà, si t'as un montant, nous on est sur des zones où on peut trouver des biens quand même qui sont pas très chers. Et si tu achètes un bien à 50 000 et que tu mets 40 000 de travaux, ils vont te demander plus d'apport parce qu'ils vont considérer que c'est des investissements à risque. Ça a toujours été le cas, ça. Ça a toujours été le cas. Mais oui. Sinon, quand même, aujourd'hui, on est, franchement, je pense que, faut quand même toujours recontextualiser quand aujourd'hui tu peux emprunter, 80-90% d'un projet sur un taux fixe dans un pays, quoi qu'on en dise, qui est assez stable. C'est clair. Tu parlais de monde des bisounours. Enfin non, c'est moi qui ai utilisé cette expression, mais c'est pas mon genre d'expression. Non, mais c'était le monde des bisounours il y a 5 ou 10 ans, et tu dis finalement, il y a 5 ou 10 ans, il y a 5 ans par exemple, et tu dis mais regarde, dans 10 ans, on se dira peut-être qu'aujourd'hui c'est le monde des bisounours, mais je pense que tu parles avec un Suisse, tu parles avec un Allemand, ou pire avec un Américain, de la situation française, de dire quoi, t'es à taux fixe. Mais attends, c'est génial. Parce que t'as si peu d'apport. Moi, j'ai un très bon ami à moi qui est suisse et il a acheté, c'est 30% d'apport. Investissement, peu importe. C'était le minimum. Ça peut peut-être varier. Lui, en tout cas, c'était 30% d'apport. J'en ai en ce moment, il demande 20 là. 20? Ouais. Du coup, voilà. Bon, à l'époque, c'est compliqué, les expats, c'est très compliqué à faire financer, surtout les Américains. C'est la galère. En plus, surtout en ce moment, je pense qu'au niveau fiscal, vu que. C'est la galère. Et lui, je sais. Alors, encore une fois, là, je suis pas assez calé sur le sujet suisse pour voir certifier que c'est comme ça là-bas. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir. Mais la condition suspensive, s'il avait pas son cred, son séquestre il sautait direct. Il y avait pas il y a pas les protections chez nous pour ceux qui seraient très novices. Il y a des conditions suspensives d'obtention de prêt. T'as pas ton prêt, ça annule ta vente. T'as souvent des frais de rédaction au pire que tu perds, mais c'est peanuts, c'est quelques centaines d'euros maximum. Et encore, si en agence, c'est que dalle. Et là, c'était et en Suisse, je vous le dis, acheter une maison en Suisse, c'est pas comme en France. Ça coûte cher. Mais puis tu regardes, tu prends l'exemple américain avec les taux variables, où et là tu te dis, mais en fait, toi, par exemple, t'achètes ton appart, tu fais ton calcul de rentabilité aujourd'hui. La seule métrique, la seule variable qui va changer, c'est ton loyer. Donc finalement, peut-être qu'aujourd'hui t'es en cash flow négatif, mais dans 10 ans. Avec l'évolution des loyers sur la longue durée, finalement, le loyer. Ne serait-ce qu'en collant à l'INSEE, la régule INSEE qui de toute façon est toujours en hausse. Donc tu vois, tu seras peut-être, il y aura peut-être un effort de participation au départ. Tu vois, alors c'est une réflexion que je me fais en direct parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça. Moi, j'ai fait cette analyse sur ma résidence principale. C'est de me dire, tiens,
Mais il y a 8 ans, c'était plus de 30% de mes revenus qui partaient dans la maison. Mes revenus, ils ont varié. Mais aujourd'hui, si tu veux, cette part de mes revenus dans la maison, ça a diminué. Tu vois, je suis plus aussi Maxime, c'est pour ça. Je cache rien. On fera un podcast oseille, tu vas voir qu'alors celui-là normalement il devrait péter. Mais tu vois, dans le truc, c'est de se dire qu'en fait, nous on a la chance en fait sur 25 ans ou 20 ans, enfin peu importe la durée de ton prêt, ça changera pas. Ah non, mais je suis d'accord. Et il y a même un truc que tu peux faire baisser. Moi, j'avais entendu dire que tu peux renégocier. Alors bien sûr tes taux, mais tu peux aussi renégocier ton assurance. Bien sûr. Et renégocier ton assurance, quand tu la renégocies pas sur tout le prêt. Tu la renégocies que sur le capital restant dû. Bien sûr. Et donc je l'ai fait sur ma maison il y a 4 mois. Et je gagne 100 € par mois de remboursement pour une meilleure couverture même. C'est donc tu vois, c'est délirant. Ouais. Et en plus aujourd'hui t'es hyper bien protégé pour le coup par la loi Hamon. Bon bref, on rentrera pas dans les détails. Tu peux renégocier dès le premier mois de remboursement. Ça faut. Et tu vois, ça c'est des leviers. Nous on parlait justement de se dire c'était mieux avant, mais faut pas oublier qu'on est quand même dans un système où on est pas trop mal l'investissement immobilier. En France, clairement en France. Et c'est juste des variables d'ajustement qui sont plus ou moins favorables. C'est bon. Non, c'est bon. Excusez-moi, parce que j'ai cru que ça avait bugué un peu, ça laguait un petit peu. Non, mais c'est clair. C'est hyper important de le rappeler. Et c'est stable. Faut pas oublier. Alors, il y en a qui vont dire, il y a des gens qui voient tout en noir et qui pensent que ça va pas, c'est la cata. Il y a des choses qui vont pas, comme partout. Voilà, c'est pas le sujet. Mais l'immobilier en France, il est méga stable. Il est méga stable. Il faut se retourner. Des périodes compliquées, il y en a toujours eu. Des crises. Moi, j'en ai connu en étant déjà dans l'IMO. Et en fait, l'immobilier est stable. C'est valeur refuge. Il y a plein de choses. Donc, il faut avancer là-dessus. Faut pas trop se poser de questions et essayer de se dire alignement. En fait, tu peux le provoquer. Tu joues avec ton bien. Tu peux l'améliorer. Donc, tu peux augmenter ton loyer. Tu peux jouer avec ton financement. C'est important, ça, de dire ça. C'est peut-être jouer financement. Ça peut peut-être, c'est pas forcément les bons termes, mais tu peux jouer avec ton crédit et faire des choses. Et c'est pas, les gens ont tendance à faire une photocopie à l'instant T. Moi, je le vois avec les clients, ils font tout ça. À l'instant T, ils ont déjà fait leur Excel sur 25 ans. Ils disent donc quand j'aurai 58 ans, je vais toucher tant. Non, mais mon gars, déjà, je lui dis, t'inquiète. Tellement des choses. Ça, oui, déjà dans 10 ans, tu l'as plus ton appart, je te le dis direct. T'as 80% de chance là. Ceux qui sont jeunes, je leur dis d'ici là, t'auras peut-être 2 enfants, donc en fait ta fiscale va changer. Ça se trouve, tu vas changer ça, et puis en fait, tu vas peut-être vouloir les intégrer, et puis au final, tout est, qui peut dire dans 10 ans il va se passer quoi? C'est pareil pour l'invest. Par contre, la chose est sûre, c'est que, comme tu dis, aujourd'hui, t'as un prix qui est figé, t'as un loyer à l'instant T qui est là et qui potentiellement va plutôt augmenter que l'inverse, et t'as un financement qui est à l'instant figé et qui de toute façon, si tu le fais modifier, il sera qu'à la baisse parce que t'es pas complètement con, tu vas pas aller renégocier à la hausse ton crédit. Ou alors, tout simplement, t'auras les mêmes mensualités qui va réduire. Je voudrais. J'ai vu qu'il y avait du 4%. Emprunter à 2, ça m'intéresse. Je voudrais vous parler. Mais ce qui est bien en plus, et tu l'as évoqué, c'est la valorisation du bien en fait, que tu peux lui apporter en plus pour pouvoir augmenter ton loyer ou augmenter après du coup la plus-value future que tu pourras faire. Bien sûr. Ça, j'aime bien ces projets-là où tu pars d'un grand studio par exemple. Toi, ça arrive souvent sur Poitiers. T'as des studios de 30 mètres carrés. Et tu réfléchis à comment tu pourrais l'optimiser pour en faire un T1 bis ou même un T2. Là, j'ai visité quelque chose hier. C'était un grand studio et en fait, en déplaçant un petit peu la salle d'eau, mais de pas beaucoup en fait, et tu pouvais le transformer en T2. Et un T2, ça vaut plus cher qu'un studio. C'est clair. Et au final, sur des travaux finalement qui sont pas si différents. Ouais, c'est clair. Et je me faisais la réflexion parce que Samy il m'a partagé la visite, il m'a fait une petite vidéo pour moi. Et tu vois, la question que je me posais, c'est toi dans ton arbitrage, tu te dis, parce que moi je me suis dit tiens les travaux ça coûte X milliers d'euros, le loyer derrière en longue durée. Je reste, on parlera de location courte durée plus tard dans l'épisode, mais en longue durée il serait admettons de 100 balles de plus. Il me faut X mois pour avoir mon retour sur investissement. Alors, du coup, par rapport à ce que tu dis, ma réflexion, elle est pas bonne. Parce que moi, je me dis, attends, s'il me faut, je sais pas, moi, 180 mois pour que je commence à retomber sur mes pattes, admettons. Alors, attends, tu veux parler de quoi, là? Par rapport à une transformation d'un studio en T2, par exemple. Et de se dire, en fait, le coût de déplacement de la salle de bain. Voilà, j'ai une enveloppe, admettons, de 10 000 euros. Je sais pas. Une enveloppe très large. Donc, en gros, le surplus de travaux, à quel moment il est amorti par rapport à la hausse de loyer, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais tu vois, j'avais pas pris en considération la hausse
la valeur vénale du bien, en fait, en se disant, bah, en fait, un T2, ça se vend quand même un peu plus cher. Le T2 de 30 mètres carrés, le studio de 30 mètres carrés, dans le même immeuble, au même endroit, je vais pas donner de prix, là, ça aurait pas de sens, mais tout le monde comprendra, c'est sans commune mesure. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pour ça que le prix au mètre carré, d'ailleurs, c'est toujours un truc un petit peu fallacieux, quoi. C'est un truc c'est ça, je pourrais avoir. Ouais, mais en fait, ça dépend, parce que à ce moment-là, quand t'es un T2, tu vas peut-être avoir un couple qui a pas trop d'argent, mais qui va vouloir mettre un peu plus parce qu'ils auront une chambre, parce que quand t'es en couple, tu vas pas te mettre dans un stud. T'as plein de choses qui peuvent arriver. C'est pareil pour la loc, hein. Un T2, t'auras moins de turnover, tu vas louer plus cher, tu vois. Il y a plein de choses qui arrivent. Mais par contre, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que si tu veux faire cette stratégie, qui est une super stratégie d'investissement, et c'est valable aussi, vous parlez de courte durée, sur le nombre de couchages, hein. Un T2, T2, c'est game changer direct. Et le truc, c'est surtout, si t'as tout à refaire en termes de travaux, si l'idée t'as un truc nickel et que d'un coup tu te dis je pète tout pour faire un T2, ça c'est pas bon, parce que tu vas surpayer des travaux. Par contre, si demain ton studio il est mort et qu'en fait parce que poser une cloison fermée, il faut que techniquement soit possible et tout et que ce soit pas une usine à gaz, souvent en fait, je vais dire n'importe quoi, mais si on parle de 1500 balles de travaux en plus, et encore, ça dépend quand c'est bien fichu. Des fois, t'as finalement juste à fermer une cloison et créer une porte. C'est que dalle, hein. Ouais. Et là, c'est tout bénef, quoi. Bah, t'as vu, Maxime, par exemple, hier, ce que je t'ai partagé, en fait, tu déplaçais de quelques mètres la douche, en fait. Ouais, c'est ça, tu l'as changé, en fait, de côté de cloison. Les canalisations, tu les avais déjà. De toute façon, il fallait refaire la salle de bain. Il fallait la refaire. Enfin, c'était un truc à rafraîchir, il fallait tout refaire. Donc, en fait, en faisant ce surplus de surcoût, qui était pas énorme non plus, et ben en fait ça te permettait en fait de gagner dans le couloir. Il y avait un couloir de je sais pas combien, de 5 mètres carrés dans le studio, quoi. Et ben en fait ce couloir là tu l'optimisais parce que du coup tu en faisais une partie, une salle d'eau, quoi. Et derrière en fait tu déplaçais la kitchenette qu'il fallait changer de toute façon, donc tu l'as déplacée à la place de la salle d'eau, tu ouvrais tout et tu faisais une chambre au fond, en fait. Ah non, mais j'ai tout de suite vu, mais tu vois, il y a là, je vous partage la vision du néophyte et j'espère avoir vos retours. Mais c'est quand tu visites quelque chose comme ça, moi, c'est de me dire, j'ai aucune notion du montant des travaux que ça peut représenter. Et tout de suite, dans ma tête, c'est des chiffres, c'est des montants à 5 chiffres minimum, tu vois, dans ma tête. Moi, j'ai des repères. Je sais pas si ça va être les mêmes pour toi. 1200 € quand t'as une rénovation complète, quoi. C'est ce que c'est à chaque fois. Après, ça peut varier sur plein de choses. Ouais. Moi, je dis toujours, de toute façon, si tu veux une belle réno, tu vas être sur ce que tu dis. Après, tu peux toujours trouver des optis. Alors, ça dépend de ton projet. Alors, c'est vrai que moi, pour le coup, nous, on accompagne complètement le client de A à Z. On a la société de travaux internalisée, donc on arrive à et en vrai, je vais pas mentir, nous, la plupart des clients, il y a deux axes majeurs pour lesquels ils viennent. D'une, c'est le temps, pas spécialement envie de s'en occuper, et de deux, c'est comment les travaux, mais de manière globale, en fait, aménagement, comment on peut faire. Et puis après, ils se rendent compte que finalement, parce qu'on a la chance d'avoir des clients qui reviennent souvent, et ça c'est cool, qu'en fait, certes, c'est cool d'avoir les travaux et t'arrives avec des trucs, mais en fait, c'est l'aspect global. Et après, moi j'adore mes clients les suivre et dire en fait là on va construire un peu comme une gestion de patrimoine, c'est-à-dire que je vais t'emmener là où je pense et je sais qu'il faut que tu ailles si toi tu as envie d'investir. Et en fait ton bien 1 ça va être ça, ton bien 2 ça va être ça, ton bien 3 ça va être ça. Et donc par rapport à ça, forcément nous on a toutes ces réponses là et c'est ce qui apporte la valeur aussi du service. Et aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de gens, je parle du mien mais il y en a plein, hein, et tout le monde les connaît. Les gens ils se tournent aussi vers des conseils comme ça. Pour ceux qui n'ont pas la vision, il y a aussi plein de gens qui savent faire des plans, des machins, et qui voient les choses. C'est vrai que moi quand je visite un bien, honnêtement, je le visite pas comme monsieur et madame tout le monde. Je le visite en mode l'état, je m'en fous en fait. Moi je viens, je dis ok, comment je peux faire ça, ouais, ok, les charges, les trucs, ok, c'est bon, go. Ouais. En vrai, je me rappelle d'une visite qu'on avait eu l'occasion de faire tous les deux, Cédric, enfin tous les trois, même Samy t'étais là, cette maison à Poitiers, là à côté du stade, et qu'il y avait une fissure dans la façade, et que je te dis, mais du coup ça t'inquiète pas cette fissure et tout, et j'avais vachement apprécié le moment parce qu'on était rentré dans la maison, tu me dis mais non, regarde là, ça tu vois, si derrière on la voyait, là je m'inquiéterais, là on la voit pas, donc on va quand même regarder le truc, mais tu vois, ça c'est un premier indicateur pour pas que tu t'inquiètes tout de suite. Et je dis mais putain, la cuisine, le plafond il est en train de se casser la gueule, il y a eu un dégât des eaux, il dit bah ouais, mais là en fait la tuile elle s'est envolée, le mec est pas venu pendant 5 ans. T'inquiète pas, ça c'est ça se retravaille et tout. Mais c'est vrai que pour un investisseur, un néophyte, là je regardais une annonce l'autre jour, pareil, dans la cuisine, mais un truc
Tu vois les visiteurs avec la bague qui explose dans la bagnole, bah, t'as l'impression que t'avais eu ça dans la cuisine, quoi. Et bah, je dis, bah, aucune idée de ce, voilà, tu vois, tu vas t'imaginer 1000 scénarios et je comprends, tu vois, tout l'intérêt de votre accompagnement parce que derrière, t'as, bah, le mec qui visite, toi tu lui dis, bah non, mais ça t'inquiète, on va le gérer et je peux même te faire un chiffrage et tu sauras déjà combien ça va te coûter et en fait, je te propose un projet global. Je comprends que, bah, quand t'as jamais fait, quand t'as pas d'expérience, bah, soit un vrai avantage, un game changer. Samy. Game changer, ouais. Je savais que ça te plaisait. J'ai vu ton petit rictus quand j'ai sorti ça. Non, mais c'est parce que on va faire un petit aparté. Mais hier, Samy m'envoie un petit vocal et c'est une vidéo, c'est pour une vidéo et puis il me met que je dois poster d'ailleurs aujourd'hui. Et puis il me met c'est un véritable game changer et j'ai l'impression d'être Jean Dujardin sur cette interview avec tu sais Gilles Lelouch où l'autre il dit il sort une expression en anglais et d'un coup il se met à rigoler, il dit j'ai eu envie de me frapper. Et je le savais pas. Hein. Vous notez que c'est. Donc et j'ai vu parce que lui il utilise très peu d'expressions comme ça là, dans sa tête. Je sais pas d'où ça m'est venu. Je te jure le truc je l'ai sorti. Tu savais qu'on se voyait, tu savais. T'as vu dans le futur. Ah ouais. C'est incroyable. Questionne-toi mon gars. Et du coup, quand on parle de travaux et de choses comme ça, ça va me permettre de rebondir sur une question que j'avais notée quand même parce qu'on a préparé l'épisode. Bah oui, je sais. Quel bien vous recommandez de privilégier? Peut-être, on va peut-être affiner cette question parce que c'est une question qui revient souvent. On va voir, tiens, si tu prends des travaux, forcément un plus-value. Je vais vous poser une question un peu plus pointue, c'est de dire quel bien tu vas recommander pour peut-être un premier investissement pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas et on va aller plus loin pour un 3e, 4e investissement pour des gens ceux qui nous écoutent, qui auraient déjà des locations courte durée, qui cherchent pas forcément à développer leur parc de courte durée, mais plutôt à réinvestir les bénéfices qu'ils tirent de la courte durée. Et puis pour les conciergeries qui nous écoutent et qui, par le biais d'une gestion entrepreneuriale financière bien travaillée, chercheraient à réinvestir leur bénéfice, le bénéfice de leur activité. Qu'est-ce que, voilà, 3 cas. Le néophyte particulier qui nous écouterait, qui voudrait se lancer dans l'investissement. Le deuxième, c'est celui qui a déjà de l'expérience, mais qui veut pas forcément faire de la location courte durée, qui veut juste réinvestir les bénéfices de sa LCD. Et puis le troisième, c'est plutôt le chef d'entreprise, qui a une conciergerie qui tourne bien. Quel conseil tu donnes, enfin vous lui donnez en recherche de biens pour réinvestir son bénéfice. Voilà. 3 cas. Vous avez 15 minutes, les gars. Allez. Pour le néophyte, moi, de toute façon, je le dis à tout le monde et je le pense, faut démarrer simple. Alors encore une fois, il y a toujours des gens qui vont démarrer énervés, immeuble, machin et tout. Ok, démarrer simple. C'est-à-dire pas au taquet de son endettement, donc petite surface. On en parlait tout à l'heure. Si aujourd'hui quelqu'un se dit, bah moi c'est un studio de 20 mètres carrés. Avec des travaux de préférence pour des raisons juste là pour le coup de prix, de négociation, etc. Mais de manière générale sur le type de bien, ville moyenne, ville étudiante, petit budget, projet aller à la grosse autour de 100 000 euros en global. Après, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, ça dépend de votre zone. Et même si demain vous êtes dans une grande ville et que vous voulez absolument investir à côté de chez vous parce que c'est important et que finalement la renta vous êtes prêt, prenez simple. En fait, liquide, parce qu'une petite surface ça se revendra facilement. On parlait de liquidité tout à l'heure, ça se loue bien. Le turnover, faut pas s'en faire une montagne. Je dirais, il y a 1 mois de préavis. En général, ça tourne. Et au moins, le pouvoir de décision, il est rapide. Parce qu'à chercher des projets alambiqués quand on démarre, on a tendance à jamais se décider. Ça, c'est un classique. Moi, je dirais simple. Donc, je dirais petite surface, studio, T2, en fonction du budget des uns des autres. Ouais. Concernant si tu veux, je vais. Ouais, carrément. Je complète. Enfin, ouais, carrément. Je te rejoins complètement par rapport à ça. Du simple, j'ai encore hier eu deux rendez-vous téléphoniques sur des investisseurs qui ont un beau, enfin tous les deux avaient des beaux budgets pour faire des immeubles sans problème, mais en fait ils étaient novices, ils savaient pas l'IMO, comment ça se passait et tout. Je fais non, commence simple, tu fais un studio, un T2, tu vois comment ça se passe, le processus immobilier également, parce qu'ils savaient pas du tout comment ça se passait, l'offre, le compromis, tu fais simple, tu t'apprivoises un peu l'immobilier, tu vois comment ça se passe, etc. Et ensuite, tu feras un peu plus complexe. Mais te lance pas directement dans un immeuble avec des travaux, etc. Pour moi, ça servait à rien. Après, tout dépend de l'urgence aussi qu'a la personne. Si elle est j'en ai eu des médecins qui sont pratiquement à la retraite, ils ont rien fait. Souvent les médecins, ça. Ils font rien du tout.
Et là, il se réveille et oh punaise, j'ai jamais investi. Et en fait, je vois que dans ma retraite, je vais avoir que ça. Comment je fais? Je suis blindé là, mais demain, je me laisse plus rien. Et donc du coup là, peut-être qu'il faut accélérer et aller sur des projets plus gros. Mais quand t'as le temps et tu fais un petit projet. Moi, c'est ce que je dis. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord là-dessus, aligné complètement. Je bois vos conseils. Hein. Ah bah, et du coup, alors deuxième profil, excuse-moi. Ah oui, quelqu'un de genre qui aurait déjà un peu d'invest. Alors moi, pour ceux. Alors là, en l'occurrence, l'exemple que tu prenais, qu'on va reprendre celui-là, quelqu'un, admettons, qui a de la courte durée, qui génère un bénéfice qui peut lui permettre d'aller un peu plus loin. Alors moi, j'aurais plusieurs conseils. C'est déjà de diversifier le mode d'exploitation, que ce soit, alors sans aller jusqu'à vraiment des modes d'exploitation type de biens un peu tordu, enfin tordu, c'est pas tordu, mais vraiment très différent, type locaux pro ou quoi. Non, je resterai potentiellement dans l'habitation si ça se passe bien. Mais par contre, je dis n'importe quoi, le mec qui a des studios, des 2 pièces en courte durée, bah pourquoi pas faire un petit T3A, pourquoi pas changer de ville aussi, aller peut-être dans une zone plus patrimoniale, c'est-à-dire aussi pour lisser le risque, c'est-à-dire des zones de rendement type les marchés que Samy et moi pratiquons, bah pourquoi pas aller, je vais caricaturer le trait, mais à Paris, tu vois, par exemple, mais c'est pas gravé dans le marbre, mais voilà. Ou alors tout simplement, moi souvent ce que je conseille pour les clients que j'accompagne, qui démarrent souvent sur mes conseils petits et qui souvent en gros, ils vont faire 2 petites surfaces et après ils vont vouloir faire autre chose. Bah, je leur dis, partons sur un T3 par exemple, le T3 de chambre. Alors on va réappliquer ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'aime bien trouver un grand T2 que je transforme en petit T3. Et du coup, ils vont sur une diversification. Ça augmente un petit peu le ticket. Donc eux, ça leur fait une ligne de crédit un peu plus costaud. Parce que mine de rien, au bout d'un moment, quand on pile les lignes de crédit, il y a un moment donné, la banque commence à freiner. Ou alors, si vraiment t'es abouti, tu peux aller, pourquoi pas, dans un petit immeuble selon la zone où tu es. Mais les immeubles, moi je le dis, en tout cas sur les marchés au Mans, en tout cas, faut quand même avoir un ticket d'entrée plus élevé, parce que si t'es entre 2 et 300 000, il y a un monde pas possible, t'achètes pas des bonnes affaires, donc faut quand même déjà un ticket d'entrée au-delà des 400, ce qui est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, c'est plus sur la diversification du bien et partir sur un truc à une valeur un peu plus importante, quitte à ce qu'il soit un peu moins rentable. Ouais. Non mais tout pareil. Hein. T'as bien fait de venir, Samy. Pareil, non mais tout. Et bah du coup, mais moi j'ai été formé par Cédric aussi, donc. Pour la troisième, je te laisse commencer du coup. C'est une boîte qui fait du bénéfice. On va prendre le cas d'une conciergerie pour les personnes qui nous écoutent et qui, du coup, on va pouvoir faire une projection auprès des conciergeries qui nous écoutent. Ton bénéfice, déjà, pour ceux qui maîtriseraient pas le système, comment le remonter pour l'investir en optimisant sa fiscalité. Et puis derrière, qu'est-ce que tu recommandes? C'est moi qui commence. Ouais, pour que tu aies quelque chose à dire. Fiscalité, je copier sur toi. Alors, je ne suis pas un fiscaliste, voilà, ceci n'est pas un conseil en investissement. Bien évidemment. Voilà. Mais il a aucune notion de fiscalité, mais il sait déjà qu'il faut le dire, ça, tu vois, c'est. Non, mais il y a des montages, et c'est des questions qu'on me pose assez souvent aussi en privé. Souvent des entrepreneurs en fait qui font des photographes. Là, on va faire un acte final d'ailleurs pour un immeuble aujourd'hui, ce matin, et c'est un photographe de mode. Il gagne très bien sa vie et pareil, il dit moi j'ai ma boîte, j'aimerais réinvestir en fait les bénéfices de cette boîte à travers de l'IMO. Et déjà il faut aller voir un avocat pour faire un montage, parce que du coup peut-être qu'il te faut une holding ou pas, en fonction aussi c'est pas une obligation la holding, mais bon, peut-être que du coup la holding serait intéressant pour cette personne-là, donc il faut faire une holding, après une SCI, faire remonter l'argent de la société d'exploitation, on va dire. Donc lui, c'était photographe par exemple, la faire remonter dans la holding pour faire un apport à redescendre dans la SCI. Ça c'est une possibilité, et ensuite investir ses bénéfices à travers une SCI par exemple. Et là, on peut aller sur des projets un peu plus gros, etc. Mais même pour le cas d'une, je pense que ça peut peut-être rejoindre aussi le cas numéro 1, c'est-à-dire que tu fais un petit peu de bénéfice, mais tu as pu le sortir de manière optimisée. Tu peux aussi peut-être partir sur des premiers. Mon cas, j'ai mes appartements en location courte durée dans une société qui génère des bénéfices. Je l'ai fait remonter d'un coup dans une holding que j'ai, qui appartient aussi à mes autres sociétés, et je les redescends sur des SCI, voilà. Ouais, complètement. Ouais. Et alors après, enfin moi je ferais juste un delta. Là, je suis ok sur le montage, je suis complètement d'accord. Dans l'immense majorité des cas, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'on fait tous. Et le point, c'est
plus si le chef d'entreprise, en l'occurrence, a accès au levier bancaire ou pas. Oui. S'il a accès au levier bancaire, il faut faire un gros projet, clairement, parce que ça va être des crédits courts. Il faut voir aussi s'il y a souvent effort d'épargne ou alors mettre beaucoup d'apports. Ouais. Si la banque lui prête pas et que lui, son but, c'est de créer de l'actif, ça peut avoir du sens. Pourquoi pas de mettre beaucoup d'apports, voire de payer cash, peut-être pas, mais au moins mettre beaucoup d'apports, peut-être même 50% d'apports, 60%, pourquoi pas même, pour avoir peut-être un prêt complémentaire, type prêt pro et autres. L'idée, c'est sur l'IMO, c'est quand même d'essayer de lever de la dette, mais là, pour le coup, là, je parlais tout à l'heure de locaux pro, de plateaux de bureau et autres, ça peut être des très bons produits d'investissement sur ces profils-là. Tu parlais de médecins, de autres, parce que c'est des produits assez stables, qui s'intègrent très bien à un montage en société, qui prennent pas beaucoup de valeur pour le coup par rapport à l'habitation, mais où il y a très très peu on peut charger énormément les locataires en place. Et ça, pour le coup, c'est pas mal. Ils aiment bien. Est-ce que pardon, Samy, je t'ai coupé. J'avais juste une question. On est bien d'accord. Toi, tu dissocies le foncier de l'activité. Enfin, je veux dire, tu fais acheter en SCI. Ouais, voilà. Parce que, par exemple, c'est une question que m'a posé un ami sur Angoulême qui me disait, j'ai ma petite société qui marche bien, j'ai des bénéfices dedans. Est-ce que je peux acheter directement au travers de ma société? Je fais oula, attention. Je pose quand même la question à mon avocat et lui il me dit non, surtout pas, parce qu'en fait il me fait si tu fais ça, t'achètes un appartement à travers ta société, et en fait s'il y a un problème avec ta société et qu'elle est liquidée, et tu perds ton appart, et vice versa, ton appart a un problème, on sait pas, il brûle, j'en sais rien, et ça met en péril ta société. Donc en fait il faut dissocier. Quand je parlais de notion d'actif, c'était plus au sens global du terme, parce que c'est vrai que quand t'es entrepreneur ou gérant de société ou quoi, ça fait partie malgré tout un peu de toi aussi, mais c'était plus dans ce sens-là, mais tu fais bien de le préciser. Est-ce que le premier investissement à réaliser dans ce cadre-là, par le biais de montage dont vous avez parlé, serait pas finalement pour ceux qui en ont l'occasion, mais une conciergerie notamment, d'investir pour avoir ses propres locaux? Est-ce que complètement. Est-ce que c'est plus rentable de louer ces locaux et puis d'acheter et puis de louer à quelqu'un d'autre, ou finalement de faire non, mais au final, complètement, tu peux te les louer à toi-même. D'ailleurs, tu es entièrement d'accord. Franchement, c'est super pertinent, parce que là, je parlais de locaux. C'est vrai que dans ma tête, je pensais vraiment isolement, mais tout à fait. Le plan, c'est d'acheter et de te louer à toi-même, enfin, à une de tes activités potentielles. C'est l'idéal. Tu sors, c'est un cercle hyper vertueux. C'est un peu le même schéma que la résidence principale quand tu vas Exactement. Une conciergerie, par exemple, elle peut très bien imaginer, s'acheter ses propres locaux, de créer une activité, par exemple de laverie, qui va lui servir pour son activité, mais qu'elle va pouvoir également du coup mettre en exploitation pour le public, quoi. Ou alors même acheter des locaux et puis faire des appartements si du coup l'immeuble le permet en haut, quoi, et des appartements location courte durée. Et du coup, ça lui permet l'immeuble est un très bon produit pour ce modèle-là. Justement, on va avoir le pas de porte commerciale, tu vas mettre potentiellement ton activité, ou comme tu disais, laverie qui a un business model aujourd'hui qui répond à ça, c'est-à-dire que l'immense majorité des laveries automatiques paye le foncier en réalité, c'est-à-dire que ça fait tourner le truc, ça paye le foncier. Exactement. C'est très rare d'avoir un mec qui se dit mon salaire me vient de ma laverie. Non. Il paye son foncier. C'est ça. En gros, il fait un montage pour payer son foncier, et c'est un super montage. C'est top. C'est l'actif qu'il faut voir là-dessus. Et en effet, par contre, il faut dissocier parce que tu dis t'acheter avec ton activité, mais c'est le même cas que ce que tu disais tout à l'heure. Oui, encore une fois, oui, absolument. C'est un montage, même si tu te le loues à toi-même. Il faut que ça passe, pour moi, il faut que ça passe par une SCI. Bien sûr. En fait, il faut que ce soit dissocié, parce que, comme tu disais, demain, tu liquides. Mais tu liquides, c'est bon, le scénario du pire, mais le scénario du meilleur, tu vends ton activité, tu continues à toucher des loyers. Ouais, tout à fait. Parce qu'elle est domiciliée dans tes logements. Enfin, tu vois, c'est un truc que j'avais vu à l'école. Mais tu vois, ça fait partie des montages, des premières optimisations en tant que chef d'entreprise. Dès que tu peux. Voilà. Mais comme tu disais, des fois les locaux commerciaux, je trouve que des fois il y a une décorrélation par rapport au marché, puisque comme ils sont habitués à avoir des loyers qui peuvent aussi être très exubérants. C'est pas encadré en fait. C'est très très libéral pour le coup. On fait ce qu'on veut. Là, c'est compliqué en plus de déterminer le prix d'un loyer. Enfin, le prix d'un loyer dans les locaux commerciaux. Moi sur Poitiers.
perdu. Hein. Quand j'ai des locaux commerciaux en immeuble, ça arrive souvent. T'as un local et puis après les appartements. Tu peux louer combien de local commercial entre une rue, même pas qu'une rue. Hein, des fois entre le côté et Billy. Bien sûr. Si c'est un angle de rue, si c'est, enfin, il y a énormément de choses. Bien sûr. Non, mais c'est clair. Mais c'est par définition un local commercial. Il a vocation à être à réaliser du bénéfice entre quand quelqu'un loue, c'est pas comme un particulier qui va venir en fait parce qu'il doit être hébergé et une société qui va s'installer dans des locaux commerciaux. Tu veux dire la société installée doit faire bien sûr. Donc toi le loyer que tu vas lui proposer, c'est aussi corrélé aux bénéfices qu'il est en capacité de il y a plusieurs choses, il y a alors Nicolas que vous connaissez bien serait plus à même de parler de ça plutôt que moi, mais bon, il y a énormément de choses, il y a le droit d'entrée, il y a pas de porte, le loyer, enfin tu sais ce qu'on va négocier. Il faudrait qu'on fasse un épisode avec Nicolas sur les locaux commerciaux. Voilà, si ça vous intéresse, mettez-nous en commentaire sur Spotify, sur YouTube. Pour le coup, on saura plus sur les locaux commerciaux et puis on organise ça. Il pourra être beaucoup plus pointu que moi là-dessus. Et c'est une niche assez méconnue. Alors encore une fois, je reviens pas. C'est des choses. Alors il y a des gens qui ont démarré. Moi j'ai connu quelqu'un, je le vois plus maintenant, mais qui s'appelait Maxime d'ailleurs. Très inspirant comme gars. S'il me regarde, Maxime, il se reconnaîtra. Et il avait commencé par les locaux commerciaux. Et il y a très longtemps, on parlait au tout début où nous on commençait à l'époque, j'avais commencé la chaîne YouTube, donc ça fait il y a 30 ans, moi. Oh, le salaud, celui-là. En tout cas, tu filmais à la pellicule et puis qu'après Oh non, mais arrêtez quand même, là. Oh. Et il avait commencé par les locaux commerciaux, il avait un vrai montage et tout, ce qui était assez dingo à l'époque, pour quelqu'un et du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, il investit encore et probablement sur ce montage-là. Et c'est très intéressant. Franchement, inviter Nico. Ouais. C'est intéressant là-dessus. Et là, pour le coup, pour recoller à ce qu'on disait, un chef d'entreprise, tout ce qu'on vient de dire, ça peut être un produit d'investissement hyper intéressant et qui peut être mixte d'ailleurs. Pour le coup, l'immeuble paraît évident, habitation et autres. Et on le voit aussi. Souvent, t'as les restos qui sont comme ça. De toute façon, en fait, on va dire, il y a rien de perdu, quoi. Il faut de l'optimisation quand t'achètes un. De toute façon, dans les commerces, souvent, même dans les petites villes, je le vois, même dans les tout petits patelins, je vois en Charente. Souvent, t'as le local commercial en bas, et puis le mec il dit, mais moi j'ai pas envie de gérer. Le locataire, tu vois, je sais pas quel commerce va être en bas. J'ai pas envie que mes locataires en haut viennent m'emmerder à cause du locataire en bas. Donc en fait, moi quand je vends tout. Je vends l'immeuble en entier parce que comme ça au moins le gars qui est propriétaire, il gère tous les problèmes. Moi, je gère pas juste l'étage et le truc. Puis ça reste, de toute façon, ça reste de la pierre, les gens veulent. On sait les montages intéressants, mais d'ailleurs, je voulais juste par contre dire sur tout ce qui est montage, parce qu'on en parlait, c'est très pointilleux. Moi, j'ai pour habitude de dire, évidemment, on s'y connaît quand on fait des choses, quand on est dans l'IMO, et etc. Mais faut se faire accompagner. Toujours. Expert comptable, avocat, des notaires même des fois qui peuvent aussi amener, mais plutôt avocat ou expert comptable. Et vraiment discuter de tout ça, c'est hyper important. Ne vous lancez pas à dire je vais faire un montage machin, je sais pas quoi. Non, parce que chaque cas est différent et pour le coup, une virgule peut changer tout. C'est ça. Et ça évolue en plus. Mais ça évolue. Donc du coup, il faut toujours se faire accompagner. C'est complètement raison. Ça, c'est vraiment primordial. Primordial. On avait dit qu'on ferait un petit focus sur la location courte durée. Je vois qu'on est déjà à l'heure d'épisode. On s'était dit qu'on ferait un épisode de 60 minutes. On va quand même prendre le temps de parler. Cédric, t'as des trucs de prévu après? Non, moi ça va, j'ai le temps, les gars. Écoute, ne me chauffez pas, ça va durer 3 heures. On va dépasser un petit peu. Après, Maxime va me taper sur les doigts. On passe un bon moment, c'est intéressant. C'est pas grave. De toute façon, avec Cédric. Je vous cache pas que j'ai un peu de boulot après, mais tranquille. J'ai un peu de temps. Moi, j'ai une question à te poser. Je suis confronté en ce moment à ce genre de situation. T'as un immeuble. T'as un immeuble, DPE F, donc voilà, travaux à refaire. Par contre, t'as des locataires. Comment tu fais? Est-ce que tu arrives à négocier? Comment tu abordes c'est-à-dire, alors tu veux dire DPE par rapport? C'est une bonne affaire. En fait, c'est une bonne affaire et je sais qu'en plus, je peux en négocier encore plus parce que derrière, c'est des associés qui se sont disputés, qui vendent tout leur patrimoine et clairement ils doivent s'en séparer rapidement. Donc je sais qu'il y a une bonne affaire à faire, mais par contre j'ai des locataires qui sont là, en place. Et toi, tu veux les sortir? Ouais, ce serait que je les sorte, quoi. Ouais. Alors ça, c'est compliqué. Alors il y a deux choses. Soit en effet, tu peux jouer sur le DPE, mais F, c'est 2028 au niveau de la législation, donc c'est compliqué. En G, on arrive parce qu'en fait, elle est pas très bien comprise. On parlait tout à l'heure de flou un petit peu artistique. Là, ça en fait partie.
sur les locataires, alors là, ça va faire un peu vieux de la vieille là. Faut trouver des deals en direct. Hein. Ouais. Alors quand je dis ça, c'est pas. J'ai connu une époque où tu t'arrangeais main à la main. C'est une autre époque, ça c'est fini. Ne le faites pas, surtout pas. Et ceci n'est évidemment pas un conseil en investissement. Je ne suis pas sur mes médias. Non. Ça sera le short de l'épisode. Oh merde. Arrangez-vous avec vos locataires. Du mal à la main. Tu peux signer. Encore une fois, c'est une négociation, ce qu'on appelle un protocole d'accord. Ça peut être encadré. Ça se fait pas beaucoup, mais les marchands de biens font beaucoup ça. En gros, on se dit ils donnent congé. Alors, soit tu passes par le vendeur. En général, les vendeurs c'est très compliqué qu'ils comprennent. Là, en l'occurrence, t'as peut-être un profil de associés et tout. Tu peux peut-être mettre ça en place. Faut mettre tout le monde autour de la table. Moi, j'aime bien dire que c'est celui qui achète qui négocie. Tu vois, tu lui dis écoutez, nous on voudrait acheter. Par contre, on le veut libre pour X raisons. Par contre, voilà. Donc, si vous donnez congé, on vous paye, j'en sais rien. Alors là, ça dépend, 2 mois de loyer, 3 mois de loyer, et puis tu le mets dans le montage, dans ton BP par rapport à l'apport. T'encadres ça et tu le notifies au notaire. Comme ça, c'est pas considéré comme sous table, puisque ça n'en est pas. Après, le locataire, lui, il déclare ou pas au fisc, ça c'est son problème, c'est pas le tien. Mais au moins c'est carré. D'accord. C'est quand même un cas compliqué à faire. Le plus simple, c'est d'insister auprès des propriétaires pour qu'ils donnent des congés pour vente, parce que même si c'est des congés lointains, en fait, le fait de recevoir des congés, t'en as toujours un ou deux qui se barrent. Mais c'est le problème des immeubles. Hein. Le problème des immeubles, c'est souvent mal loué, souvent locataire un peu compliqué. Voilà. C'est le problème des immeubles. C'est en fait, comme on l'a dit, hein, les loyers ont explosé. À Poitiers, pareil. Là, les loyers sont ridicules par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, t'es dans le cas où ils bougeront pas. Les gens, ils font appel à nous pour du clé en main, et donc du coup, ils veulent pas se faire suer avec des travaux dans 2 ans, 3 ans, parce qu'en fait, ils vont pas avoir la capacité de les faire, parce qu'en fait, ils savent pas faire. Donc, ils veulent que ça soit tout fait maintenant. Mais comme il y a des locataires en place, et les travaux, c'est compliqué, quoi. On peut pas les faire. Donc voilà, c'était ok. Donc ça, alors après, l'autre truc, sinon, c'est vraiment de faire, comme font les marchands, c'est-à-dire t'achètes les problèmes. Mais ça, de par nos métiers respectifs, c'est compliqué. Ouais. J'entends. Mais voilà, pour celui qui voudrait le faire lui-même ou pas, ou alors qui est à l'écoute, ça veut dire tu sabres le prix, il faut que ça passe. Hein. C'est ça. Et derrière, c'est toi en direct, une fois que t'es proprio, là tu t'arranges. Hein. Ouais. Les marchands de biens, ils font leur marche comme ça. En gros, moi j'étais beaucoup là-dedans. Et quand on est marchand, on va t'expliquer que en gros, tu vas gérer entre guillemets, c'est à toi. Tu règles le problème, c'est ce qui va te rapporter de l'argent. Et voilà, du coup, c'est bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de business. Voilà, parce qu'en fait, dans l'IMO, 2025 ou 2023 ou 2026, ça sera toujours pareil. En fait, tu vas avoir des bonnes affaires si tu vas régler des problèmes. Exactement. Tu auras jamais la super bonne affaire qui va être sur le bon coin et qui t'attend. Enfin, ça peut arriver de temps en temps, bien entendu, mais c'est rare. Toujours une anomalie de marché. Et en fait, tu vas avoir tout le monde dessus. Donc, exactement. Si c'était aussi facile que ça, tout le monde irait. Enfin, voilà. Donc, il faut que tu puisses gérer un problème. Et des fois, les problèmes sont pas forcément très, très compliqués non plus. Hein. Moi, je l'avais fait à Poitiers d'ailleurs, un appart que j'ai encore. À titre perso, où il y avait un locataire. C'était tombé, quoi. Je croyais que c'était squatté et tout. Donc, je me mets d'accord. Je dis, mais moi, faut qu'il parte. Et il s'avère que ça coïncidait pas mal en termes de date. Mais le vendeur voulait pas du tout. Moi, j'ai pris les devants. Je suis allé voir le locataire 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai pris le risque de signer avec lui, et puis au final il est parti, j'ai même pas eu l'indemniser, juste il a compris, j'ai dit moi l'appart est en mauvais état, j'ai envie de le retaper, et en fait j'ai joué sur le fait de dire alors là pour un immeuble c'est compliqué parce que tu peux pas le faire à tout le monde, tu vois, mais de dire ouais mais moi je voudrais faire des travaux, par contre si je suis aux travaux je serais dans mon droit de vous augmenter le loyer, donc ça va être relou, je préfère vous prévenir maintenant, etc. En fait c'est passé, quoi. Ouais, tu vois. Le gars en fait a dit ok, et il a trouvé autre chose, il s'est barré, je l'ai eu libre à la vente, j'ai fait un coup énorme là-bas. Mais bon c'est du cas par cas, c'est galère hein, mais à la base, faut vraiment l'avoir en dessous du prix là. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ok. Bon, on fait notre petit focus. Je vais y arriver sur la location courte durée. Je sais que vous êtes tous les deux des experts dans le domaine coté avec la vision des investisseurs. Il y a eu beaucoup de changements de réglementation ces derniers temps, que ce soit la loi Le Meur qui est arrivée, les restrictions avec on va dire les mairies qui ont plus la main pour restreindre la location courte durée, le changement législatif fiscal
autour du LMNP, la TVA. Ça fait beaucoup de couches qu'on rajoute et je comprends que ça puisse effrayer beaucoup de monde. Votre vision, est-ce que malgré toutes ces évolutions, la LCD reste un bon plan? Et juste avant que vous répondiez, vous allez me dire si cette phrase est toujours d'actualité. Page de pub. Pensez à vous abonner. J'ai cru que tu allais faire un placement de produit. Là. Et juste avant, non, vous allez me dire, c'était quand on avait reçu Maître Cos, donc un avocat fiscaliste, qui nous avait dit la fiscalité de la location courte durée n'est qu'un plus par rapport à un mode d'exploitation qui surperforme déjà le marché. Est-ce que donc lui il disait les changements fiscaux qui pourraient intervenir ne doivent pas impacter en fait finalement, c'est le mode d'exploitation qui est super rentable et la fiscalité n'est qu'un plus par rapport à cette super rentabilité. Est-ce que c'est avec tous ces changements, est-ce que c'est toujours d'actu ou est-ce que ça lui a donné tort, 2025 lui donne tort? T'as vu, bientôt je suis sur RTL. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est beau, c'est beau. C'est moi qui commence du coup. Ouais, on veut le mec le plus intelligent des deux. Hein, alors, on va mettre déjà des gros guillemets parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ceci n'est pas un conseil. Non, quand même. Au bout d'un moment, on va mettre un petit truc au bout d'un moment, on va se mouiller sous l'épisode. Le truc, c'est que déjà, il y a beaucoup de conditionnels qu'il faut mettre parce que on a beau être dessus H24, je mange IMO du matin au soir. Il y a des choses, on n'y comprend plus rien en termes de législation. On parlait tout à l'heure de flou, de marché un peu instable sur les comportements. Bah voilà. Là aujourd'hui, au niveau de la fiscalité, il y a des choses qui semblent actées. C'est pas dit que si on se reparle dans 6 mois, soit le cas, mais en tout cas, en l'état, ça. Moi, je pars du principe de manière générale. J'englobe le meublé, courte durée, longue durée, de manière générale. On était, LMNP pour globaliser, on était sur une niche ultra favorable. Mais vraiment, enfin, je veux dire, à un moment donné, tout était bien. Et encore plus sur la courte durée où franchement, c'était quand même méga open bar. Donc là, il y a des corrections qui, à mon sens, me paraissent logiques. Que ce soit tout ce qui s'est passé autour de la courte durée ou les réintégrations potentielles des plus-values, enfin des amortissements dans les plus-values. En vrai, c'est pas ça pour moi qui est un frein par rapport à comment dire, à le fait de continuer à faire de la LCD ou pas. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu as le regard porté dans le rétro et que tu vois avant, tu vas trouver que c'est moins bien. Et tu auras raison. Mais si tu regardes de manière froidement le marché actuel, le LMNP en longue durée il reste quand même intéressant parce qu'en fait tes amortissements, déjà faut les utiliser. De deux, malgré tout, tu as aussi les années de détention qui restent. Et en courte durée, quand tu fais tes nuitées, ça tourne, tu fais quand même de l'oseille, quoi. Donc moi j'aurais tendance à dire que c'était mieux avant, c'est sûr, mais que c'est pas, pour moi j'entends des fois des trucs, je vois des trucs. Alors je sais aussi que c'est un peu putaclic, internet et tout. Ouais, no go, la fin du LMNP, non, tranquille, il y a beaucoup de choses à faire. Oh punaise, il faut qu'on enlève le titre Maxime, on avait prévu ça. C'est con, il t'a coupé parce que là, je prenais le truc pour faire le short qui nous aurait fait péter l'Instagram, quoi. Putain, Samy. Refais-le. Je sais plus du coup, vous m'avez coupé les gars. Donc voilà, donc moi pour résumer, je pense que c'est encore, c'est encore hyper favorable. Maintenant, on change un peu les règles du jeu, faut s'adapter. Il y a peut-être, on parlait tout à l'heure, et là j'ai pas la réponse, que c'est trop prématuré. Il y a encore trop de flou sur certains points. Et je maintiens qu'il y aura des rétropédalages. On parlait tout à l'heure du DPE, il y en a eu. Et il y a peut-être des montages différents. On parlait de montage en société, il y aura peut-être des choses comme ça à faire. Il y a plein de choses. Il y a toujours une parade. Ça change, mais ça reste encore très avantageux aujourd'hui. Je sais pas, après Samy, toi, ce que t'en penses, ce que pratique en plus à titre perso, moi pour le coup moins à titre personnel en tant qu'investisseur de la LCD, mais quand tu remplis quoi, je veux dire, et c'est cool et tu fais de l'argent quoi. Enfin, en fait, tout dépend de la stratégie de l'investisseur. S'il veut faire une location courte durée, une seule et ça lui suffit, et tu vois, voilà, il peut rester comme il est, il peut l'acheter, en nom propre et il y a pas de souci. Puis voilà, et oui, il y a l'amortissement qui sera réintégré à la plus-value. J'ai envie de te dire, voilà, c'est comme ça. Comme tu dis, ça remplit, ça rapporte de l'argent. Voilà.
Par contre, si tu as une stratégie où tu souhaites développer ton parc immobilier en location courte durée, que tu veux en faire plusieurs, etc., là peut-être que faut que tu te mettes en société directe. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et tu seras du coup en société, l'amortissement sera réintégré comme en nom propre, et puis par contre tu seras en société, donc tu auras l'impôt sur la société sera peut-être un peu plus cadré, ça changera peut-être un peu moins également du coup en termes de fiscalité, parce que tu seras sur une fiscalité plutôt entreprise, qui a pas tendance à bouger plus que ça, voilà. C'est un peu plus stable. Alors après, sur les plus-values, par contre, t'as pas les années de détention, enfin tu vois, les baisses avec les années de détention. Ça c'était déjà le cas avant. En fait, t'as les plus, les moins, et c'est là où, en fonction de ta stratégie, faut peut-être aller voir aussi un avocat, un comptable, faire les calculs. Peut-être que tu veux revendre dans 5 ans, peut-être que tu veux revendre, tu veux garder. Ça dépend tellement de plein de choses en fait, que moi j'ai envie de dire, faut foncer. Enfin, moi je pense que c'est un différé de temps. Bien sûr. Les questions de ouais, mais du coup si je revends, vas-y, avance, et puis tu te poseras les questions après. Alors fais pas n'importe quoi non plus, mais avance. Si t'achètes bien, que tu loues bien, de toute façon, tu trouveras des solutions. Et en fait, c'est un différé, c'est-à-dire qu'en gros, là, on se pose une question qu'on se posait pas tout de suite, mais qui en était une déjà à l'époque. C'est-à-dire que la fiscalité, faut pas rêver. Et c'est vrai ce que tu dis. Entre un bien et 10 biens, l'approche, elle est pas la même. Mais je le dis à tout le monde, malgré ce qui a pu être dit, c'est moins le cas maintenant. Il y a un moment donné, la fiscalité, tu dois la traiter quand t'es investisseur. Parce que même si t'es en LMNP, même ancien modèle, ce que tu veux, il y a un moment donné, les impôts ils sont confiscatoires quand tu es en fort bénéfice. Quand tu commences à avoir du patrimoine, tu vas l'être à un moment donné, et il faudra soit que tu arbitres, soit que tu fasses un montage différent. Donc de toute façon, c'est juste des questions que tu vas te poser un peu plus en amont si vraiment tu veux optimiser. Mais moi je dis toujours aux gens, tranquille. En gros, aujourd'hui, tu peux quand même maîtriser ta fiscalité tout le long de la détention, malgré tout. Je veux dire, c'est quand même ça la réalité. Si les réintégrations, tu vois, avec la revente, tu revois un petit peu tout ça, et puis au pire demande à un comptable, vois les choses, sachant que les comptables sont un peu paumés aussi, faut le dire. Donc voilà, de digérer le truc, mais il y a pas moi je trouve que tu vois, sur cet aspect fiscal de la réintégration de l'amortissement à la plus-value, moi d'un point de vue totalement extérieur, je me dis bon, c'est un rééquilibrage fiscal, mais vaut mieux un rééquilibrage fiscal dans ce sens qui te permet toujours de déduire tes amortissements de ton bénéfice, en fait, de pouvoir réduire ta fiscalité au moment où tu la vis, plutôt que se dire et les gars, je supprime l'amortissement pour les particuliers. Exactement. Et puis voilà. Ou pire, tu supprimes les années de détention. Enfin, l'abattement par année de détention à partir de la 6e année. Alors certes, c'est sur 30 ans si tu veux une exonération totale, c'est juste aberrant, on est ok. Mais malgré tout, l'investissement IMO, ça reste du moyen long terme. Je veux dire, si tu veux vraiment l'optimiser, encore plus fiscalement. Aujourd'hui, ils ont fait un rabot, si on prend juste les amortissements, qui est logique en fait. Parce que tu compares LMNP, LMP, LMP, t'as tous les désavantages. Wow. T'es là. Je suis là. Excusez-moi, parce que j'ai mon WhatsApp qui vient de se lancer avec un appel, un appel d'un courtier d'ailleurs. Pour tout voilà. Bon, bref. Et du coup, pour moi, voilà, c'est un faux débat. C'est-à-dire que, à l'époque, les durées de plus-value, alors que je dis pas de bêtises, il y a pas, ça devait être dans les débuts des années 2000, il était passé de 15 ans à 30 ans. Ouais, c'est Hollande qui a fait passer ça. Non, je crois que c'est Sarkozy qui avait fait passer ça. Ah ouais. Je croyais, tu vois, je m'étais pas. C'est étonnant que ça puisse paraître, mais je crois que c'est ça. Mais à voir, à vérifier, voilà. Voilà, vous avez du travail. Voilà. Mais du coup, ça a quasi doublé. Je crois que c'était 16 ans ou c'est passé à 30. Mais tu vois, pour moi, cette question de la réintégration de l'amortissement, alors effectivement, c'est une pénalité sur le cash que tu pourrais obtenir à la revente. C'est un impôt déguisé. Non, c'est un réajustement fiscal, puisque partout où il y a de l'amortissement, normalement, il est réintégré ensuite dans le calcul de plus-value. Mais tu peux toujours l'avoir en fait, et donc du coup ne pas payer d'impôt et donc du coup ça reste quand même intéressant parce que à titre perso t'achètes ta RP, tu fais des travaux dedans, ça vient pas toucher ton impôt sur le revenu, tu vois. Ah mais c'est sûr. Donc ça reste quand même. Après, on sait pas ce qui va se passer l'année prochaine, dans 5 ans, dans 3 ans. Ça se trouve, ça va changer encore et ça va s'alléger, ça va s'alourdir. On sait pas en fait. Donc, il y aura toujours des parades en fait. Et il y aura toujours des solutions. Et l'enrichissement naturel des investissements IMO,
seront toujours intéressants. C'est sûr. Là, le problème, c'est que c'est des changements, en plus dans un contexte un peu compliqué. Le problème aussi, quoi qu'on en dise, c'est valable, je pense, sur tous les sujets, mais l'IMO, quand c'est expliqué en médias un peu généralistes, c'est très mal expliqué. C'était valable pour le DPE, c'est valable là. On a l'impression que genre on va te prendre 100 000 euros, ils expliquent l'écart de plus-value, mais en fait ils expliquent pas qu'en fait c'est ce que tu réintègres, puis en fait sur la plus-value c'est pas tu payes ça en fait, un pourcentage. T'expliques pas aussi que finalement la moitié de ta plus-value c'est de la CSG CRDS aussi, tu vois, qui est quand même aussi, on en pense qu'on veut, c'est pas mes propos, mais qui est au centre de la cotisation un peu du système français, quoi. Donc en fait t'es ni plus ni moins soumis aux mêmes choses, et en fait en réalité et les gars, vous avez pas payé d'impôts pendant 15 piges sur un LMNP bien ficelé. Bon, bah, tu sors, tu vas peut-être payer 3000 balles de plus sur un petit truc. Bon, c'est bon. Et encore, et c'est aussi peut-être à nuancer. C'est pas tu payes, c'est tu reçois moins. Oui, tu as raison. C'est pas tu sors de l'argent de ta poche. C'est sur ta plus-value, en fait, bah, on va t'en laisser moins que ce que tu aurais obtenu. Mais c'est pas comme l'impôt que tu aurais eu durant les 15 ans où là en fait fallait que tu gardes un peu de ton bénéfice pour le redonner. Là c'est sûr, on te le prend directement quand tu décides de revendre, si tu revends. Exactement, si tu revends, je veux dire, et puis si vraiment on va au bout des choses, à 22 ans t'es net de plus-value hors CSG CRDS, et à 30 ans tu payes plus de plus-value, c'est fini cette affaire. Enfin, tu vois, c'est super long. Dans 30 ans, laisse tomber. Je serais plus là. Enfin, si, je serais encore là. Nous qui avons même pas 30 ans, tu vois, on peut te dire que c'est très long, quoi. Tu vois, mais voilà. Mais après, moi, je pense que là, on met les choses à l'envers. Donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut continuer et ça va venir, ça va s'intégrer. Il y aura des optiques qui vont arriver, sûrement des choses qui vont être détricotées parce que. Mais quand ce sera plus tranquille. Là, le problème, c'est qu'ils ont besoin de sous. Donc, forcément, faut prendre de l'argent vite et voilà. Le chien qui s'énerve. Pour ceux qui auraient entendu dans la voiture et qui auraient sursauté. Bon, merci Cédric pour ce partage de ta vision. Alors, Maxime. Quoi ? Investissement immobilier, on fait quoi en 2025 ? On fait quoi en 2025 alors ? On fait quoi en 2025 ? Déjà, on écoute avec beaucoup d'attention les conseils que vous avez donnés. Ne pas... moi, je note un truc, c'est ne pas vivre dans le passé en se disant j'ai raté des trucs, culpabiliser de pas les avoir pris au bon moment. C'est de se dire, en fait, il y a des trains qui passent tous les jours. Maintenant, il faut arrêter de se dire j'ai raté celui qui est passé et faire en sorte de prendre celui qui va arriver. Sans non plus attendre un train fictif, un train fantasmé une réalité. C'est de se dire voilà le contexte a changé, le contexte il a changé et c'est pour les fans du PSG et le football il a changé et on avait compris, t'inquiète. Non mais parce que Samy regarde pas, c'est Samy, tu sais, le sport c'est même à la télé, regarde pas, j'avais compris alors. Et voilà. Et du coup, se dire voilà, ça a changé, mais ça reste quand même une opportunité. Donc, on va répondre à la question marronnier qu'on a posée en intro, c'est de se dire l'immobilier, ça reste quand même quand on le voit quand on a une vision de placement, d'investissement, ça reste toujours très intéressant. Pour ce qui est de la location courte durée, il faut, je pense, plus qu'avant, avoir une vraie motivation, une vraie envie. Pour se tourner vers ce mode d'exploitation, parce que même s'il reste rentable, même plus que la location longue durée, il y a des nouvelles contraintes qui sont apparues, et pour ceux qui n'auraient pas la volonté vraiment de s'investir dedans, de se professionnaliser, de faire les choses avec un vrai engagement business, c'est peut-être pas le mode d'exploitation, parce que on est passé d'un Eldorado où tout était facile, où là il y a peut-être un peu plus de friction qu'avant. C'est pas pour autant que c'est plus rentable, c'est pas pour autant que c'est plus intéressant, mais c'est peut-être moins facile qu'avant, et donc du coup moins ouvert à ceux qui n'auraient pas une motivation vraiment dédiée à cette activité-là. On a l'occasion, Samy, d'échanger en direct sur les problématiques que ça ouvre, et c'est vrai que il faut vraiment, moi je pense, être intéressé par ça pour le faire. Sinon les frictions qui existent aujourd'hui vont peut-être freiner ceux qui n'avaient que pour objectif de faire de la rentabilité sans travailler sur ce business-là. Moi, voilà. C'est un business, ça reste un business. Faut vraiment toujours le rappeler. Ouais.
Donc voilà. Et c'est beau cette cette conclusion. Ouais, c'est plein d'apaisement, monsieur le professeur. Et Samy, pour te rassurer, oui, ça me trotte dans un coin de ma tête. C'est quelque chose qui arrive à me stresser sans que je travaille dessus. Donc ça, c'est quand même formidable de voir des investisseurs au quotidien, de se dire qu'il y a quand même des opportunités tous les jours qui passent et que c'est le côté pas facile, comme vous disiez, avoir accès à des coûts. Aujourd'hui, ça représente quand même un travail. Un vrai investissement, d'être sur le terrain. Vous avez l'occasion de rencontrer les investisseurs, enfin les professionnels de vos secteurs respectifs pour trouver des pépites pour vos clients. Donc ça, c'est aussi. On mettra ton lien, Cédric, pour ceux qui voilà voudraient en savoir plus sur ce que tu proposes, qui seraient intéressés parce que ils n'ont pas le temps d'aller chercher, ils n'ont pas la motive de gérer des travaux, ils n'ont pas et qui veulent les connaissances, l'envie, la crainte. Voilà, et qui veulent en fait uniquement un placement immobilier parce qu'ils veulent en profiter. Enfin, ils veulent profiter de ce placement-là, mais qu'ils ne veulent pas les contraintes de la recherche de tout ça et qu'ils sont prêts à comprendre le fonctionnement de votre prestation. Ben, on mettra le lien parce que je pense que ça peut intéresser énormément de monde. Bien sûr. Avec grand plaisir. Voilà. Et moi, je bois vos conseils, mais littéralement, comme à chaque fois, Samy, moi j'ai l'occasion de les avoir en direct et je sais que j'ai du support sur ça et t'inquiète pas que je vais bien te solliciter. Quand ça va arriver, j'espère que tu seras prêt. Non, il n'y a pas de souci. Après, Cédric, t'as peut-être des trucs à faire. Non, ça va. Bon, mais c'est marrant. Non, il y a le notaire qui attend depuis tout à l'heure. Je sais pas si tu peux partager la crainte que t'as, parce que ça se trouve, la crainte, il y a beaucoup qui l'ont, en fait. Et en fait, toi, c'est pas forcément la recherche qui te fait peur. Il y a toujours la crainte de pas tomber sur le bon bien, de pas savoir faire aussi, tu vois, le côté inconnu. Mais bon, ça, je sais que derrière le côté inconnu, il y a quelque chose qui me rassure, c'est toi. Demain, j'investis. Je sais que t'auras toujours, non, t'inquiète, ça c'est telle étape, ça t'inquiète pas, ça prend du temps. Même s'il y a une estimation de travaux, je sais que tu viendras visiter avec moi et tu vois, sur ça, c'est des craintes mais relatives. Ouais, moi, le plus gros frein que j'ai, c'est le financement. C'est un truc assez paradoxal. C'est de se dire, nous, on est chef d'entreprise et de se dire, en fait, on a des situations qui sont parfois qui ne facilitent pas, comme quand tu es en CDI, c'est pas aussi clair et aussi limpide. C'est fluctuant, quoi. Et c'est le truc de se dire, ouais, j'ai pas envie d'avoir un refus, de me dire, en fait, je vous finance pas ça, et d'avoir fait tout le travail de recherche où, tu vois, moi, si je dois m'investir dans la recherche d'un bien et de chercher, de gratter, machin, j'ai besoin d'avoir quand même, c'est pas une petite certitude, mais de savoir à minima que je vais pouvoir aller me projeter sur tel ou tel projet parce que la banque me suit. Voilà, moi, mon plus gros frein, il est là-dessus. Tu l'as en partie levé quand on avait discuté la dernière fois ensemble de ça, c'est de se dire, tu l'attaques peut-être pas par le bon bout, attaque plutôt que te demander combien on peut te prêter, va visualiser un projet, va concrètement visiter un truc et te dire ça c'est un projet, peut-être ça marchera pas, mais au moins tu arriveras devant ton financeur avec un vrai projet et lui dire non pas combien tu me prêtes, mais voilà de combien j'ai besoin pour réaliser ce truc. Et je compte sur vous en fait pour m'accompagner dans ce projet-là. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est marrant parce que du coup là, c'est rigolo du coup de parler de ça parce que moi j'ai pas souvent cette objection au niveau de la banque. Il y en a beaucoup qui aiment bien que je les accompagne par l'expérience pour essayer d'avoir les meilleurs, de prendre le prêt. Je disais tout à l'heure, jouer un petit peu avec le prêt. Est-ce qu'il faut un différé, pas de différé, c'est quoi un bon taux, etc., etc. Et par contre, moi, c'est vraiment centré, je le vois sur les clients, c'est les travaux. Et peur, tu vois, tout à l'heure, les exemples que tu donnais, la fissure, les trucs, les machins, ça les rassure. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que moi, ça me fait toujours halluciner, ça. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les gens investissent. Alors, je pense qu'on fait bien notre boulot aussi, qu'on arrive à retranscrire bien ce qu'on a. Mais je sais pas toi, Samy, mais j'ai quand même très peu de clients finalement qui voient leur bien en physique avant finalement qu'ils soient rénovés, quand ils viennent, même quand il est rénové. C'est ça. J'en ai qui sont au bout du monde, mais j'en ai même qui sont à Paris, donc 1 heure de train. Et en fait, ils ont tout. Alors, il y a Visite Virtuelle, il y a plein d'outils qui permettent de. Mais je me dis, finalement, on a tellement fait une bonne pédagogie que quelque part, en fait, toutes ces craintes qu'ils avaient, parce qu'ils sont toutes les mêmes, elles sont dissimulées. C'est assez étonnant. Ça fait presque, je trouve, c'est presque trop à la cool après. C'est clair. C'est peut-être vraiment l'accompagnement et se dire mais je te rassure. Et en fait le mec au final il avait peut-être tellement une grosse angoisse que tu lui as enlevé une partie. Ouais, c'est ça. Qu'au final il est délesté d'un poids qu'au final il est devenu zen. Ah mais moi j'ai ça. Là vraiment je pense j'en ai plein des clients. J'ai la chance d'en suivre depuis plusieurs années. Là il y en a 3, 4 projets.
ils ont jamais vu un seul de leurs biens. Je crois même qu'ils sont même jamais allés au Mans, par exemple. Alors qu'ils y sont pas. Ça devient un produit financier comme si. Ouais, en fait, c'est aujourd'hui la manière d'investir avec des sociétés qui accompagnent sur l'intégralité. Bah, c'est comme à l'époque, ils achetaient sur plan, ils y allaient pas. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est. Alors, tu me diras si tu vas peut-être pas apporter la même critique que moi, mais je me dis, bah, tu vois, là, c'est peut-être la limite aussi du truc, c'est de se dire, bon, bah, t'as craint un truc, mais derrière, demain, je sais pas, tu divorces. T'as besoin de les remettre, tu sais même pas où sont tes biens, tu sais même pas dans quoi t'as investi. Et je trouve que tu vois, c'est là un peu la limite de ces gars. Ouais, non, mais je vois, mais parce que là, en fait, t'as une vision très tangible, en fait, du projet, ce qui est d'ailleurs une des grandes forces de l'immobilier, c'est-à-dire que c'est ce qui rassure, c'est la pierre, c'est là. T'as envie d'aller voir, tiens, c'est chez moi là. Ouais. Tu vois, ça c'est sympa. Mais en vrai, eux, ce qu'ils voient, c'est de se dire, ok, je suis endetté à temps, j'ai tant qui rentre, temps, j'ai un loyer là, et potentiellement je rembourse tant. C'est tout. Et en fait, la vraie approche, elle est là. Ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on parlait de plus-value et tout ça. Finalement, aujourd'hui, c'est un sujet, moi, que j'ai pas des masses avec mes clients, même s'il y en a qui demandent plus par souci d'information que de vraies stratégies, parce qu'ils sont pas encore dans ce truc à se dire demain je vends. Moi, j'ai eu le cas, hein, j'ai vendu un bien il y a 2 ans, à Poitiers d'ailleurs. Je fais une plus-value de malade, mais j'ai pas attendu qu'il y ait les amortissements qui soient. Je me suis fait allumer à la plus-value. Mais bon, j'ai pris un beau petit pactole en 4 ans, donc j'étais content. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, mais c'est aussi que t'as peut-être la vision de te dire, comme tu disais, je vais pas regarder ce que j'ai pas ou ce que j'ai plus. Ouais, bien sûr. Durant tout l'épisode, on a dit regardez pas ce que vous avez. J'ai une facilité de compréhension par rapport à ça, c'est certain. C'est de se dire ah ouais, mais s'il y avait pas eu les impôts, c'est un peu le discours général qu'on entend aujourd'hui. S'il y avait pas les impôts, je gagnerais tant. S'il y avait, oui, mais t'es dans un système qui fonctionne comme ça, donc regarde aussi déjà ce que t'as et voir si tu peux l'optimiser, mais te frustre pas non plus. Mais après, les impôts, c'est puissant aussi parce que si tu regardes, là, c'est moins le cas. Alors on va dériver un peu, mais sur la défisque et tout ce qui était Pinel et compagnie avant. En fait, l'argument principal, c'était de dire vous allez économiser des impôts. C'était que ça, l'argument. Parce que si tu regardes objectivement l'investissement, je parle même pas de prix d'achat qui était gonflé parce que c'était du neuf, mais loyer encadré, finalement, bah, t'achetais sur plan sur un truc, t'avais 2 ans après. Est-ce que tu sais pas si 2 ans après, bah, je sais pas moi, est-ce que c'était en corrélation avec ce que t'avais payé? Est-ce que finalement ça va ressembler à ce que t'avais? Parce que le truc sur plan, il y a toujours ce truc-là. Hein. Enfin, moi, j'ai beaucoup commercialisé ça. Et au final, t'as une économie d'impôt qui, quand tu regardes, en réalité, n'est pas si folle que ça. Ça correspondait vraiment à très peu de personnes. Mais c'est ce que t'avais dit dans le premier épisode. Si t'investis par rapport à la fiscalité, tu attaques pas le truc par le bon. Exactement. C'est du long terme. C'est un outil hyper puissant. Il y a du levier. C'est fixe. On parlait de fiscalité aujourd'hui. Tu peux savoir sur 10 ans, globalement, combien tu vas encaisser à la grosse, hein, j'entends, après, sur une point de départ. Et et ce qui t'a coûté, ce que te coûte le financement. Je veux dire, c'est un truc de malade. Donc, dans la mesure où, souvent, on dit, je dois mettre tant d'apport, je reprends ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu peux avoir 90%, te prête 90% de l'argent, et si tu te démerdes pas trop mal, au pire, t'as un effort d'épargne sur des petits projets à 50 balles. Que tu vas corriger très rapidement au bout de 3 ans. Alors moi, c'est ce que je veux, tu vois, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Tu vois, c'est ce que je vais retenir de l'épisode. En plus, c'est la réflexion, je me la suis fait en direct, mais c'est de se dire, en fait, de pas avoir peur du cash flow négatif, parce qu'en fait, il va être que temporaire. Parce que moi, tu vois, la vacance locative, ça fait peur à beaucoup de monde, tout ça, pour moi, ça fait partie du jeu. Mais par contre, de se dire, tiens, j'ai un effort d'épargne, merde, machin. Mais en fait, se dire, non, mais potentiellement, il est temporaire. Tu vois, et ça c'est, tu vois, ça fait une pièce de plus dans ma machine de. Alors attention, réflexion. par contre, sur l'effort d'épargne, faut le dire pour tous ceux qui nous écoutent quand même, faut pouvoir l'absorber. Là, quand on parle de 30 €, tu peux avoir un super investissement à Paris où tu as 300 € d'effort d'épargne. Si tu gagnes 1500 balles à Paris, c'est mort. Tu peux pas. Donc, enfin, je grossis, hein, vous avez compris. Si tu as des revenus assez confortables, mais c'est pas interdit. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, quand les gens commencent à gagner pas mal d'argent, ils font du patrimonial. Parce qu'en vrai, tu vas prendre, même si en ce moment, je pense pas que ce soit la bonne stratégie, parce que Paris est quand même vacillante. Même si à terme, ça reste une capitale mondiale. Ouais. Mais du coup, c'est pas un mauvais investissement, hein, l'effort d'épargne. C'est pas un mauvais investissement de faire un emprunt sur 15 ans. Si tu te dis que dans 15 ans, c'est OK, que tu rembourses beaucoup de capital. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a peut-être la vision aussi d'avant. De se dire, avant, on faisait du 110% avec du cash flow positif, même en longue durée, donc il y avait 0 effort d'épargne. Mais demain, t'as une assurance vie, t'as un PEA, où en fait, chaque mois, tu mets de l'argent sur ton compte titre, tu mets de l'argent dans ton assurance vie.
Mais en fait, tous les mois, tu fais un effort d'épargne pour capitaliser. Bah, c'est sûr. Tu peux très bien avoir la même vision pour le niveau. Absolument. Et pour finir là-dessus, à l'époque, un autofinancement, quand tu parlais aux gens qui investissaient il y a 15-20 ans, c'était le loyer couvre le crédit. C'était ça, un autofinancement. Personne ne se posait la question de savoir s'il allait payer ses charges, sa taxe foncière. Alors peut-être la taxe foncière est un peu moins chère qu'aujourd'hui. Mais les charges, c'était normal en fait. Tu payais 100 balles ton truc et... Mais moi j'avais, il y a une dizaine d'années, avant que l'IMO explose, c'était typiquement la réflexion, ça c'était des collègues parisiens que j'avais, parce que il semblerait que sur Paris c'était peut-être plus répandu d'avoir un effort d'épargne quand tu faisais du locatif. Bah pour des raisons de rentabilité. Ouais. Et ils disaient, mais tu te rends compte, moi, je mets 150 balles par mois. Par contre, derrière, mon locataire, il me paye 750 € de loyer. Donc moi, en fait, je touche 600 qui partent à la banque. Mais en fait, sur les 600, il y a 450. C'est pour moi. C'est ça. Mais elle est là, la vraie réflexion. C'est très bien. On finira là-dessus, d'ailleurs, parce que ça, c'est le vrai bon message. Ouais. Je dis pas ça parce que je vais devoir vous laisser quand même, parce que bon, hein. Il faut qu'il rentre. Mais voilà le message. Ça, c'est le vrai message de l'investissement. Aujourd'hui, il y a 1 an, il y a 10 ans, dans 10 ans. Le vrai enrichissement, c'est le capital amorti. Le capital amorti avec le levier. Quand on a un bien rentable, même avec un effort d'épargne, c'est ton loyer en grosse partie qui te le fait. Ton enrichissement, il est là. Tu revends au même prix, tu gagnes de l'argent. Ça, faut que les gens comprennent. Et le problème de cette période de cash flow de malade, c'est que ça a déréglé en fait ce sujet-là. Et là, cette remarque que tu as fait à la personne dont tu parlais, eh ben c'est exactement ça qu'il faut garder en tête. Et ça veut pas dire que c'est pas bien d'avoir du cash flow. Hein. Bien sûr. Et le cash flow, c'est ceux qui ont 20 € de cash flow, ça change pas leur vie. Enfin, c'est cool, t'as 20 balles, génial. Quoi, c'est ça. Tu vois. Et ça, c'est important. Par contre, tu rembourses ce que t'as dit. Nickel. Bah, écoute, franchement, c'est toujours des épisodes, moi, que j'adore avec Cédric. Vous êtes gentil. Je suis content de vous c'était retrouver. pas pour rien que t'étais le numéro 1 l'année dernière. Tu vas venir 1 fois par mois, tu vois, faire la météo de l'IMO. Ah, mais après, faut payer, les gars. Non, mais on fera un petit truc pour votre groupe, là, sur un projet. Ouais. En plus, on a parlé de studio à mettre en T1 bis, coin nuit ou T2. Là, je pense c'était un projet que je voulais vous présenter, donc c'est cool. On va en parler. Tu viens toujours sur Le Mans ou tu te déplaces ouais, bien sûr, j'y suis. On pourrait faire un petit, ça serait cool de se voir sur Le Mans un midi et de faire venir des gens de la communauté s'ils veulent venir. Un petit. Écoute, à l'occasion, faut que ça s'organise, mais on s'organise ça et puis ça pourrait être cool. Avec plaisir. On se reparle. Dans les trucs à organiser, Samy, la radio libre, la radio libre. La radio libre, c'est mortel. Ah ouais. Moi, je suis d'accord. Allez, Cédric. Écoute, Cédric, on a tes coordonnées. Si on fait un jour radio libre, tu viens. Chaud. Ouais. On t'appellera le doc. Hein, je suis ultra chaud sur la radio libre, les gars. Je vous le dis direct. J'adore. J'écoute des trucs radio libre sur d'autres sujets et franchement, je trouve ça mortel. Voilà. Écoute, ça c'est un sujet. Il est dans un coin sur un papier, dans les trucs à faire. Quand vous déterrez, pensez à Bibi. Ça marche. Bon. Merci à tous. Merci les gars. Merci pour votre écoute. C'est un épisode qui est un peu plus long que d'habitude. S'il vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. Allez sur le-triplex.com pour vous abonner à la newsletter. Vous allez aussi pouvoir retrouver tous les bons plans qu'on arrive à vous négocier au travers des différents épisodes. Et puis, vous pourrez retrouver le lien vers l'espace privé du triplex. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que vous nous écoutez. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Salut à tous.